Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir, tonton. Ouais, DMG, comment tu vas? Va bien et toi? Ça va. Viens, on va échanger. Tu vas me donner les cheveux, je vais te donner les barbes. On va faire un échange. Ah, fais troc. Tu me donnes tes cheveux et puis je te donne les barbes. Comme moi, j'ai beaucoup de barbes. Merci, merci, merci. Ah. Bon, avant de commencer, je tenais déjà à repasser rapidement sur l'histoire des mendiants là. Tout à l'heure, tout le monde criait, oh, je ne donne plus l'argent aux mendiants. Vous allez tourner parce que nous sommes tous des mendiants. C'est parce qu'il y a des mendiants avancés qui vont rester au bord des voies pour demander. Les mendiants aussi, ce sont des mangeurs de sacrifices. Et ils font partie de la société, de la vie. C'est obligatoire. On peut pas vraiment s'en empêcher. Mais ce que je veux vous dire, c'est que apprenez souvent à remettre l'argent au mendiant avec la main gauche. On ne donne pas de l'argent à un mendiant avec la main droite. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand au boulot, dans votre travail que vous faites pour gagner de l'argent, quand on vous paye votre salaire, vous savez, il y a beaucoup de patrons qui le font pas exprès. On vous donne votre salaire par la main gauche. Vous n'allez jamais rien faire de bon avec cet argent-là. Jamais. Vous n'allez rien faire jamais. Vous n'allez rien faire jamais de bon avec cet argent-là. Donc, si vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, un mendiant, donnez-lui avec la main gauche. Quand qu'en soit ce qu'il ira faire avec ça, ça n'ira nulle part. Et quand vous êtes au boulot, vous travaillez à la fin du mois, votre patron vous donne le salaire avec la main gauche. Prenez ça aussi avec la main gauche. C'est simple que ça. Un sorcier ne mange pas un sorcier dans la même calebasse. Donc, voilà. À part ça, ce soir, j'ai deux histoires pour toi rapidement. La première, vous allez faire le choix. On va voir par où commencer. C'est l'orphelin sorcier et l'enfant qui est né avec un fétiche qu'on a mis dans l'église forcée. Merci beaucoup pour les cadeaux. On va commencer la première histoire. L'orphelin sorcier. D'accord. Et l'orphelin sorcier, c'est un enfant qu'on m'a demandé de venir voir à l'orphelinat. C'est un enfant de 12 ans qui est réfugié à l'orphelinat depuis qu'il avait 5-6 ans. Ses parents sont décédés dans un accident. Et on l'a envoyé, c'est la famille de son père qui l'a envoyé à l'orphelinat parce qu'il ne voulait pas s'en occuper. Donc, l'enfant était là, il grandissait et tout. Mais ils ont constaté que depuis que cet enfant est rentré dans cet orphelinat, il y a beaucoup de problèmes qui ont commencé par survenir. Des partenaires qui ont commencé par désister au contrat. Et voilà, les affaires n'allaient plus vraiment, mais tantôt ça tordait le cou, tantôt ça se redressait. Donc tout le monde se disait que bon, c'est peut-être le temps qui est comme ça. Mais la personne qui m'a fait appel m'a bien précisé que cet enfant, elle m'a dit, depuis que cet enfant est rentré dans notre orphelinat, elle n'a plus la paix. Donc je suis allé, et quand je suis allé, je suis allé pour une visite de courtoisie, j'ai regardé l'enfant, je l'ai observé, j'ai parlé un peu avec lui et tout. Et après, je suis rentré. Et juste, dans la nuit, tard, la dame me rappelle pour me dire que l'enfant pleure. Je dis, quel enfant? Elle me dit que l'enfant avec qui tu as parlé aujourd'hui, l'enfant pour lequel je t'avais demandé de venir, parce que je ne comprends pas pourquoi il pleure. Tout le monde dort, mais lui, il ne dort pas. Il pleure.
J'ai dit, ah bon, ok. Demain, je vais passer voir alors, pour voir réellement pourquoi l'enfant pleure. Le lendemain, je suis reparti, j'ai vu l'enfant. Je l'ai salué, on a bien parlé. Je lui ai demandé, mais il paraît que hier nuit, tu as pleuré. Il me dit que oui, qu'il a pleuré parce que depuis qu'il m'avait serré la main, il se sentait plus bien, qu'il n'a pas pu faire son voyage nocturne. Je dis, aïe. Ah bon? Donc, depuis que tu m'as salué, tu n'as pas fait ton voyage nocturne. Il m'a dit non. Je dis, on s'est juste parlé hier. Tu vas où la nuit, d'abord? Il dit que, sa tante était venue le chercher et que la tante, il ne pouvait pas sortir. Donc, la tante le tapait pour dire pourquoi tu ne peux pas venir avec moi? Pourquoi tu as salué le monsieur? Donc, il sentait, on le tapait, c'est pourquoi lui, il pleurait. Donc, il m'a dit le truc, je suis resté là. J'ai fait pratiquement 30 minutes, je l'ai regardé. Et là, j'ai réalisé au fait que j'avais salué un sorcier. Sans me rendre compte, hein. Donc, si j'étais un peu vide comme ça, il allait peut-être faire son barbecue. J'ai dit ok. Donc, j'ai demandé j'ai appelé la dame. La dame est venue, j'ai dit, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit devant la dame? Il a répété ce qu'il m'a dit. La dame a crié. J'ai dit non, tu cries pas. Tu restes tranquille. Il faut que on comprenne un peu par où ça a commencé. Donc, on a commencé par travailler le petit. J'ai demandé à la dame qu'on sort le petit de l'orphelinat. On le ramène chez moi à la maison. Donc, on a sorti le petit, on l'a ramené à la maison. Avant même de rentrer chez moi à la maison, ma voiture est tombée en panne 3 fois. J'avais eu un problème de crevaison. Après une panne d'essence, ce que je n'ai jamais d'habitude parce que je fais toujours le plein. Et après une panne comment vous appelez ça? De frein. En fait, tu mets la vitesse, la voiture, ça refuse quasiment de bouger, comme si le frein en main était coincé dedans. Tu t'arrêtes dans le feu, ça bloque. Donc, quand on est venu, j'ai fait asseoir l'enfant sur un tabouret, je lui ai donné une calebasse. Chez nous, on appelle ça le calebasse du Sakpata. Il y avait de l'eau dedans. Je lui ai dit, bois, il a bu. J'ai dit, ok, raconte-moi un peu comment tu as commencé par faire tes voyages. Et c'est là que l'enfant me dit que depuis le ventre de sa mère qu'on lui avait donné la sorcellerie et que c'était sa tante qui lui a donné. J'ai dit, aïe, ta mère même était sorcière. Il m'a dit non. Mais la mère, sa mère et sa tante étaient proches. Ils étaient 2 amis, quoi. Ils vivaient ensemble et tout. Et que un jour, la tante était venue préparer. Elle était venue faire la cuisine avec sa mère. Et que c'est là que on lui a donné la sorcellerie. Il a mangé. Donc, il est né avec la sorcellerie. Et comme il est né, quand il a eu ses 4 ans et demi, 5 ans, il avait décidé volontairement de tuer son père et sa mère parce que son père et sa mère se disputaient la nuit souvent et que lui n'arrivait pas à dormir pour aller à ses réunions nocturnes. Donc, ça l'énervait. C'est dans ça qu'il les a mangés au calme, quoi. Il les a tués dans un accident. Et que c'est la tante qui a voulu qu'ils viennent dans l'orphelinat. Parce que ici, ils arrivent à manger les enfants facilement. J'ai demandé à la dame si, depuis que le petit est venu, vous avez des décès. La dame me dit que les enfants, c'est pourquoi qu'elle me dit que cet enfant est particulier. Parce que depuis qu'il est venu, que pratiquement chaque 6 mois, il y a un décès dans l'orphelinat. Soit il y a une rage de maladie qui vient, soit il y a un décès qui survient. Et que elle pratiquement, elle regardait le truc, elle trouvait ça bizarre. Et que c'est pour ça qu'elle est venue m'en parler. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai demandé au garçon quel est le nom de ta tante. Il m'a prononcé le nom. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai demandé à la dame, je dis, ramène l'enfant. Elle a refusé, elle a dit, non, ramène l'enfant, il ne va rien faire. De toute façon, si le simple fait de l'avoir salué l'a empêché d'aller la nuit rejoindre sa tante, donc il ne peut plus rien faire. Donc, ils sont partis. Je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai dit, voilà la situation. Que penses-tu, le père? Le père me dit que quand l'enfant est né avec la sorcellerie, l'enfant, on l'a initié à la sorcellerie étant dans le ventre de sa mère, alors que sa mère n'est pas sorcière. Il dit, le fils, laisse tomber cette affaire parce que là, ça va t'amener, c'est grave. Je dis, bon.
Donc moi, je suis un peu têtu. Quand le père m'a dit ça, je suis un peu têtu. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. On avait parlé de ça, c'était le mercredi. Et donc le jeudi matin, je suis allé voir le père, je lui ai expliqué. Quand lui m'a dit de laisser tomber, j'ai dit non. Donc j'ai fait une portion de plantes avec l'eau de mer et je suis retourné dans l'orphelinat. Je suis allé donner ça au petit de boire. Le petit avait refusé de boire parce qu'il avait goûté et il a vomi. Et dans ce qu'il avait vomi, il y avait un peu de sang. Donc moi, j'ai compris, j'ai eu ce que je voulais. Tu sais que le soir là, quand je suis rentré, il y a une forte maux de tête qui m'a attrapé et je pouvais même plus lever la tête. Ça m'a mis KO, complètement KO. Donc, moi, j'ai pris ça comme de la fatigue ou même du paludisme. Le lendemain, c'est madame qui m'a tendu la main pour que je me lève. C'est madame qui a commencé par courir dans tous les sens. Hey. Après, je me suis retrouvé. Et là, le père m'a dit, tu es retourné faire quoi à l'orphelinat? Il a dit, voilà, je te laisse. Il dit, si tu fais ça, ils vont te tuer. Parce que l'enfant, il a une sorcellerie avancée. Quelqu'un qu'on a initié dans le ventre de sa mère, il a une sorcellerie avancée. Tu aimes rivaliser tout le monde. Tu vas rivaliser cet enfant-ci. Tu vas perdre. Je dis, je ne sais pas, c'est quoi perdre? Il dit, c'est pas que tu vas mourir, mais il va t'humilier. Il va t'humilier. Donc après, il m'a dit, bon, de toute façon, si on le laisse aussi là-bas, il va continuer quand même à détruire les enfants qui sont là parce que la dame, elle a peur. Elle demande que l'enfant quitte l'orphelinat, que je viens récupérer l'enfant. Et sinon, elle va dire au supérieur que c'est comme ça que l'enfant est sorcier. Le problème aussi dans ça, c'est que la plupart des supérieurs dont elle parle sont des chrétiens, y compris elle-même en question. C'est parce que elle priait tout le temps, et qu'elle faisait des songes sur l'enfant. Elle m'a demandé de venir parce que bon, c'est une dame avec qui je parle beaucoup. On nie nos croyances à chacun, mais on est très proches. Donc, moi, j'ai dit au père, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Donc, j'ai pris le sable. Je suis allé sur la tombe d'un père initiateur aussi qui est décédé. J'ai pris le sable de sa tombe. Je suis allé, j'ai attaché ça dans un tissu noir. Je suis allé, j'ai mis ça au bras du petit. Je me disais que ce que vous tentez de faire, je vais vous montrer qu'il y a encore quelqu'un qui est plus avancé que vous. C'est hier que je suis allé faire ça. J'ai attaché le truc à sa main hier soir. Et ce matin, on m'informe que l'enfant a fait une crise et qu'il est à l'hôpital. Le père me dit que si je ne détache pas la chose, que l'enfant va mourir. Il faut que je l'enlève. Je dis non. Puisqu'il a passé son temps à manger des gens dans l'orphelinat, des enfants comme lui dans l'orphelinat, il prenait ça pour aller faire sa tontine dans les arbres. Et moi, parce que je suis en train de vouloir quand même l'aider, il veut me vendre pour qu'on me prenne. Donc si j'étais aussi légère que ça, il allait m'abattre. C'est parce qu'il a vu que le poids que je pèse est plus lourd que lui. Donc il est encore là-bas à l'hôpital actuellement. Ils sont en train de lui faire des soins dans l'hôpital. Il est toujours dans son coma. Le père me demande d'aller détacher ce que j'ai attaché à ça, mais j'ai refusé. Je ne veux pas détacher. Donc pour le moment, c'est sur ça que moi et le père, on est en train de discuter. Je ne vois pas, j'attends quand même demain ce qu'il va décider finalement. S'il faut que j'aille détacher, je vais détacher. Et après, si je vais sortir le petit de là, ou si je ne sais pas. Si on va quand même faire en sorte d'éliminer la sorcellerie, on va le faire. Si on ne peut pas, on le laisse, on va demander à la dame de dire à ses supérieurs pour qu'on sorte le petit de l'orphelinat. De toute façon, si on le sort de là, il va rentrer soit dans la rue, soit il va rentrer dans la famille. Donc, on n'a pas le choix que de vraiment l'aider à ne plus manger l'être humain. Donc ça, c'est l'histoire de l'orphelin sorcier, ça. Ok, la deuxième histoire alors. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille qui est née avec une sirène. Déjà, je sais que ça, c'est pas un truc nouveau parce que vous allez entendre souvent les gens se disent que tu es né avec une femme de nuit, un mari de nuit, ou ci ou ça. Mais toutefois aussi, ce n'est pas vrai. C'est pas tous les esprits qui t'animent qui sont des esprits de nuit ou des sirènes ou des ci ou des ça. La fille dont je parle, c'est une fille qui est née un lundi chez ses parents et son père aussi est né un lundi. Donc l'enfant est né normalement, tout allait bien et tout. Et quelques mois après, ils ont remarqué que l'enfant, sans même qu'on la mette du parfum, elle sentait du parfum. Elle sentait, c'est-à-dire, tu vois un peu, quand tu parfumes un habit,
quand on la lave ou on la parfume un peu seulement, ça change même on peut la mettre un autre eau de cologne ou un autre parfum, ça change d'odeur. Le truc était devenu répétitif. Ils n'ont rien compris. Donc son père avait demandé qu'on ne le parfume plus. Et malgré ça, la fille sentait bon. Elle sentait toujours bon. Une fille, hein, elle sentait toujours bon. Donc finalement, ils ont dit que c'était un esprit. Au début, ils ont dit que c'était un esprit protecteur et tout. Ils sont allés à l'église, ils ont prié, mais ça n'a pas changé. Quand la fille a eu ses 1 an, ça a disparu. Ils n'ont plus constaté ça. Mais c'était une fille qui aimait beaucoup s'amuser avec nous. Dès qu'elle voit l'eau dedans, dès qu'elle voit l'eau, elle est dedans, on dirait poisson. Dès qu'elle voit l'eau, elle est dedans, on dirait poisson. Maintenant, la voilà, elle a grandi. Elle est en train de faire ses 19 ans. Elle était allée à la plage récemment avec ses copines. Ils ont fait une sortie un week-end pour aller à la plage. Et elle a disparu d'un coup. Ils ont cherché, ils n'ont pas vu. Donc, pas inquiétude, les parents se sont dit qu'elle a été kidnappée ou qu'elle s'est perdue aussi. On a dit, mais comment un enfant de 19 ans va se perdre à la plage? C'est pas une première fois qu'elle y va. Donc, tu connais le mentalité africain. Quand on dit une fille est perdue et qu'elle a déjà l'âge adulte, on dit sûrement qu'elle est chez un garçon. Donc, tout le monde avait dit ça. Soit elle a fugué, elle est partie chez son copain et tout. On a attendu des semaines, la fille n'est jamais rentrée. On a attendu des semaines, la fille n'est jamais rentrée. Donc, c'est là que le père a dit, bon, là où il en est, il faut quand même qu'on vérifie si elle est toujours vivante. Donc, ils sont allés faire une consultation sur elle pour voir si est-ce que l'enfant s'y est toujours vivante. Parce que les doutes étaient trop, pratiquement plus de 2 semaines sans qu'on ait plus de ces nouvelles. Et c'est là que le prêtre qui leur fait la consultation leur dit que l'enfant est là, mais que l'enfant est dans la main d'un esprit. Et que c'est un esprit d'eau. Donc là, le père a dit, mais comment elle est où? Chez quel esprit? Elle a trouvé même le chemin pour aller chez l'esprit où? Et là, le Bokolo leur dit que c'est un esprit de mère. C'est même pas un esprit que tu vas faire truc là. C'est un esprit de mère. L'enfant est né avec son mari. Et comme vous avez entre-temps prié pour que le mari parte, il est revenu chercher sa femme. Donc c'est vous qui le devez. Si vous lui faites la dot, il va libérer votre fille. Le prêtre les avait précisé que que la fille est toujours vivante, qu'elle est même à l'aise, elle n'a pas leur temps. Le père a dit non, c'est faux. Donc, comme lui, il est novice dans cette histoire, il a fait un tour village. Ils sont des pédards. Les pédards, chez nous, c'est des pêcheurs, ceux qui pêchent sur la mer. Donc, il est allé voir sa famille. Il les a expliqué un peu le problème et tout, que voilà, sa fille a disparu et que par une consultation mystique, voilà la révélation qu'on lui a fait. Ses parents lui ont dit ok. Donc, ils ont fait appel à un autre Bokono, un prêtre consultant de face sur place, qui est revenu faire une autre consultation devant lui, à l'instant même où il était, il parlait. Donc, la consultation avait révélé la même chose, que l'enfant était toujours vivante, mais qu'elle se trouve dans la main d'une divinité. Et que c'est une divinité de la mer. Et que sans la dot, l'enfant ne va pas revenir. Donc, ils ont demandé au prêtre de partir. Ils ont expliqué au père que, tu sais que dans la famille, on prie quelque chose. Comme ton père est rentré dans l'église, il t'a mis dans l'église, tu es parti. Voilà l'entité, voilà la divinité en question qui a incarné, qui t'a donné un enfant. Parce que il paraît que effectivement, quand la femme était enceinte, elle faisait que des cauchemars sur la grossesse. Donc, entre-temps, le mari l'avait amenée au village, d'accord, pour qu'on essaye quand même de stabiliser la grossesse. Bien avant même qu'elle ne puisse garder cette grossesse, elle faisait que des fausses couches. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, la grossesse tombe. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, la grossesse tombe. Donc, c'est là, dans ce même village-là, qu'on lui a fait des trucs pour qu'elle puisse tenir la grossesse. Et quand elle a commencé à faire des combats sur la grossesse, c'est encore là que le mari l'a amené, on lui a fait des trucs. Donc, après, une fois qu'elles ont accouché, elles ont disparu. Donc, les sages lui ont expliqué que si l'enfant est dans la main de la divinité, c'est qu'elle est au bon endroit. Ce qu'on va faire, on va faire les offrandes, on va faire l'offrande de dot, comme la divinité a réclamé, et on va voir ce qui va s'en suivre. Donc, étant chrétien quand même, il n'a pas dit non. Il a essayé, il a remis l'argent, ils sont allés faire leur truc, ils lui ont dit de partir. Donc, ils ont fait leur truc,
Et dans la nuit tard, ils ont pris un petit bateau, ils sont montés sur la mer, ils sont allés déposer l'offrande à la divinité au milieu de la mer. Le lendemain, ils ont espéré le retour de la fille, miette, rien. Ils ont refait une autre consultation. La divinité les a dit, le phare leur racontait que ce qu'ils ont donné n'est rien détriment à ce qu'ils doivent. Parce que le père en question de la fille aussi, c'est un monsieur qui a prospéré depuis la naissance de cet enfant-là. Depuis que cette fille est venue au monde, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Au niveau du travail, de sa vie, voilà quoi. Il ne faisait que aller de hauteur en hauteur. Il prenait tout son temps à graver des échelons dans sa vie. Donc, on va pas dire que c'est un monsieur qui souffre. Il fait de merveilles. Il fait aussi beaucoup de choses, hein. Donc, la divinité lui dit que, genre, tu me dois beaucoup, quoi. Ce que tu as envoyé comme offrande, c'est pas ça. C'est pas ça. Si tu ne construis pas un temple pour moi où on va m'installer, c'est que je ne te libère pas ta fille. Finalement, il s'est dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'il veut, on va le faire. Après tout, je lui dois ça aussi. Donc, entre-temps, sa femme était contre, parce que la femme trouvait que c'était de la sorcellerie, c'était du fétichisme et tout. Elle avait amené cette affaire à l'église. Le pasteur a appelé le monsieur pour lui dire que non, ça ne vaut pas le coup, viens à l'église, on va prier. Le Dieu dit, mais on a prié à l'église dans ce pays pour que l'odeur de parfum s'arrête. L'odeur de parfum s'est arrêtée. Voilà où on se trouve maintenant. Donc, si c'est ce qu'on va faire pour qu'elle revienne, qu'elle sorte d'abord. Si elle sort de là où elle est, on a la confirmation qu'elle est toujours vivante. Si on va revenir à l'église, on reviendra. Aussi, c'est nous qui viendrons, qu'elle va rester dans son monde spirituel, on le fera. Donc, il a remis l'argent, ils ont construit le temple au village. Ils ont construit un temple pour la divinité au village. Le jour même où ils ont fini de mettre la toiture de la chambre, le lendemain, ils sont venus voir la fille accoubée. Tu vois un peu quand quelqu'un figure de la maison, la personne vient rester au bord de la voie la nuit, elle s'assoit, elle s'accoube pour qu'on ne regarde pas son visage. C'est genre que la fille était comme ça, quoi, accoubée devant le temple que son père a donné l'argent pour qu'on construise. Parce qu'ils se sont levés très tôt pour aller à la pêche. Et ils ont dit, qui est-ce qui n'a pas dormi encore chez lui? C'est là qu'il est venu dormir. C'est là, on touche la personne, elle se redresse, on voit que c'est la fille. Tout le monde crie. Ils ont encore fait appel au prêtre du phare pour venir faire une autre consultation. Le prêtre du phare a dit que on ne laisse pas l'enfant rentrer. Elle doit rentrer au couvent pour faire son initiation et vous allez installer la divinité comme vous avez convenu. Donc finalement, c'est ce qu'ils ont fait, je crois, la petite est sortie, il doit avoir une semaine qu'elle est sortie. Il doit avoir une semaine qu'elle est sortie du temple. Je suis allé assister à la cérémonie de sa sortie. C'était très émerveillé parce que c'est là-bas où on me racontait un peu son histoire. Pourquoi? Parce que moi, elle dit, mais elle est très jeune. Elle m'a dit, non, mais elle est jeune, mais c'est ce qu'il a fallu. Donc, on m'a raconté l'histoire. J'étais divin. J'ai dit, cette histoire-ci, il faut que DMG l'entende. Donc, ça m'a aussi en même temps donné encore cette force de faire comprendre aux gens que quand vous voyez des enfants qui naissent parfois et qui ont des esprits malins, prenez le temps de savoir cet esprit malin vient d'où. Parce que vous ne pouvez pas chasser quelqu'un qui vient de quelque chose qui vient de votre famille. Parce que c'est comme vouloir d'un arbre sans vouloir des graines. Vous voyez un peu, c'est pas tout ce qui a l'air bizarre qui est mauvais. Parfois, c'est le figure qu'elle a. C'est pas parce que la personne est vilain qu'il est forcément dangereux. Vous voyez un peu. Donc, parfois, quand vous avez des enfants avec certains de ces caractères, prenez le temps de vérifier un peu avant de lui donner à une délivrance. Parce que parfois, ça tue l'étoile de l'enfant et ça empêche l'enfant aussi de vivre sa vie normale, de prospérer. Il y a des enfants qui naissent comme ça avec de grandes richesses. D'accord? Et parce que tellement on a vandalisé la culture par la sorcellerie qu'on envoie l'enfant à l'église, on prie sur lui. Finalement, l'esprit en question se recule et dit, OK, comme c'est ce que vous voulez délivrer, je pars. Et plus tard, cet enfant, on dépense l'argent pour l'envoyer à l'école et il sort bredouille. On dit que tes parents ont dépensé l'argent, Parfois, vous voyez des enfants qu'on va envoyer à l'église pour délivrer et après leur délivrance seulement, les parents commencent à tomber financièrement. Ce n'est pas pour dire aussi que c'est l'état de l'enfant qui donnait la richesse, mais c'est parce que l'enfant est possédé par quelque chose et ça a besoin d'un réglage. Donc, parfois, c'est important. Il faut chercher pour trouver et réparer ce qu'il y a là. Donc, c'était mes deux histoires et le peu du conseil que je pouvais donner aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'homme de l'ombre, pour tes histoires.
Je t'en prie. C'est un plaisir pour moi. Allez, commentaire. Bonsoir DMG. Comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Ça va. Très bien, merci. Bon, moi j'ai 3 histoires à raconter. Yeah. Bon, ma première histoire, c'est comment on appelle ça, la voisine à ma tante. Bon, ma tante c'est une commerçante. La dame aussi c'est une commerçante. Elles sont voisines de magasin quoi. La dame en question, c'est quelqu'un qui vend les bagages en gros, les assiettes, valises, etc. À chaque fois, son Nigérien va prendre ses ustensiles, venir vendre. Donc, bon, c'est quelqu'un qui avait de l'argent. On sait même pas où fond de commerce, là, même elle l'a enlevé, tout ça, elle a de l'argent même. Les gens venaient prendre les choses en gros chez elle et tout. Donc, une fois, sa maman lui a dit, bon, toi, tu es là, tu prends de l'âge, bien vrai, tu vends, tu as de l'argent, tu prends de l'âge, mais il faut chercher à te marier aussi. Elle dit oui, que ça vient, elle n'est pas pressée. Maintenant, à chaque fois qu'elle va prendre ses bagages là, il y a des copines aussi qui disent ah, je veux connaître aussi où tu vas prendre tes choses en gros, moi aussi je veux partir. Qu'elles vont comme cela là, c'est elles ceux qui reviennent. Quand on demande après celle qui est partie, que non, arrivé là-bas, ils se sont séparés, l'autre est parti ici, bon, elle les sépare. Bon, j'ai inventé des choses comme ça. Donc, dans ça, une fois, elle est venue, elle a dit à sa maman que depuis je vais au Nigeria, j'ai eu un monsieur au Nigeria là-bas qui m'aime bien. Le monsieur veut me marier, mais il veut te connaître. Sa maman dit ok, il n'y a pas de souci. S'il est prêt, il peut venir ici. 2 jours encore, elle vient dire à sa maman, vu qu'elle-même et sa maman, ils ne vivaient pas dans la même maison en fait. Elle vient dire à sa maman que bon, mon mari que je t'ai parlé de lui, il a perdu son papa. Donc si tu peux m'accompagner au Nigeria, on va partir dire Yako. Bon, genre présenter ses condoléances quoi. La maman dit ok, il n'y a pas de souci. Donc elle a fait le billet d'avion de la vieille, ils sont partis. Arrivé là-bas, la vieille dit ils étaient dans une grande maison. Quand elle est arrivée dans la maison, c'est elle et sa fille. Et puis un monsieur, souvent il attache pain rouge, il vient causer. Vu que la maman ne comprend pas la langue Igbo, il vient, il parle la langue avec sa fille et puis il sort. Donc maintenant, là, quand on dit il vient dans le funérail, il vient saluer le funérail aussi. Oh. On ne voit pas bâche, on ne voit pas des gens pour pleurer. Elle-même ne comprenait pas, donc elle se posait des questions. Donc une fois, sa fille est sortie, elle avait faim. Donc elle était là, elle tournait, elle dit bon, elle va sortir, vu qu'elle-même ne comprend pas les langues aussi. Elle va sortir, si elle a vu une nourriture, elle va faire geste pour dire non, c'est la nourriture, elle veut. Donc elle est sortie, elle a vu une dame qui vendait des beignets, à côté même de la maison. Elle a vu la dame qui vendait des beignets, elle a parlé en dioula, qu'elle veut baigner. Donc la dame lui a répondu en dioula. Ça, la dame lui a dit que tu es ma soeur même. Elle dit que Dieu merci, que au moins tu comprends dioula. Elle dit c'est comment, que ça va, mais la vieille, que tu fais quoi dans cette maison? Elle dit que c'est sa fille qui dit non, il n'aura venir, que il y a son beau-frère qui est décédé, un truc comme ça, il doit venir saluer le funérail, que c'est pour ça qu'elle vient. C'est la dame qui va baigner, elle dit que la vieille, tu es sûre que c'est ta fille? Elle dit oui, c'est sa fille, que c'est sa première fille, qu'elle a 2 enfants seulement, que c'est sa première fille. C'est la dame qui va baigner, qui dit quelle maison ça là, ceux qui rentrent dans la maison ça là, ils sont pas vivants. Ça la vieille dit et ça la dit à la vieille que moi je te dis mais si tu m'as pas écouté là, c'est toi mais tu vas prendre les retombées. Que ici là les sacrifices, on fait ça les jeudis. C'est les jeudis on fait les sacrifices. Il y a un monsieur qui va venir, il y a des gens qui vont venir chez vous le jeudi. Ils vont envoyer tabouret. Ils vont te dire faut t'asseoir sur tabouret. Ça sonne de t'asseoir sur ce tabouret là, faut refuser, tu as compris? Elle dit ok, y a pas de souci. Que la vieille, si on te dit faut t'asseoir dessus, faut refuser là. Elle dit ok, y a pas de souci. Et donc le jeudi, elle s'est réveillée très tôt, elle a pris son ablution, elle a prié tout. Elle dit ce jour, il y avait du monde, mais c'était des hommes seulement et quelques femmes. Ils avaient attaché des pagnes rouges, des trucs comme ça. Ils sont rentrés dans la maison. Maintenant, ils ont vu tabouret, une chaise quoi. Que notre belle-mère, que depuis tu es venu, on n'a pas eu le temps pour venir te saluer. Que chez nous, notre tradition, quand quelqu'un vient chez nous, c'est une nouvelle chaise, on lui dit de s'asseoir dessus. Elle dit non. Elle aussi, que aussi c'est les totems, ça ne s'assoit pas sur une nouvelle chaise, et ça s'assied par terre. Donc elle dit, elle ne s'assoit pas sur la chaise, elle peut faire s'asseoir par terre. Les gens, ils ont insisté, fatigués. Elle dit non, qu'elle s'assoit par terre. Donc sa fille a commencé que non, que maman, pardon, faut t'asseoir sur une chaise. Que sinon, si tu n'as pas fait ça, ma belle famille vont penser quoi de moi? La vie a dit,
qu'elle préfère s'asseoir par terre, qu'elle aime bien s'asseoir par terre. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le monsieur, là, il a dit, ah, que ma chérie, on doit faire le sacrifice. Ta maman dit, bon, c'est en langue, il parlait quoi. Ta maman dit, elle ne peut pas s'asseoir sur le tabouret. Pourtant, on est venu, il faut forcément une personne. Donc, on fait comment? Elle supplie sa maman que, non, il quand même pas ça. Jean s'en joue là, quoi. Elle dit, non, il quand même pas ça. Jean s'est dit, maman, tu m'as tué. Sa maman dit, non, c'est pas moi, je t'ai tué. Que c'est toi-même, tu t'es tué. C'est pas moi. C'est moi, tu veux prendre pour faire ton argent. Tu as échoué. Donc, il a dit qu'elle est venue s'asseoir. Elle est venue s'asseoir. La vieille, elle a commencé à se transformer. Elle a commencé à fondre comme de l'huile. Commencé à fondre jusqu'à... Ils ont fait les incantations. C'est devenu l'argent. Ils ont ramassé. Ils ont mis ça dans un sac. Ils ont donné à la vieille. La vieille dit, elle prend pas. On dit, qu'il faut prendre. Qu'après, c'est toi qui voulais pour me faire sacrifice. Mais elle n'a pas pu. Donc, c'est elle qui est restée. Il faut prendre l'argent. La vieille a pris l'argent, ça dans les grands mosquées. Il fallait présenter. Ils ont prié dessus. On dit, non, on peut faire des dons aussi. L'argent, elle peut utiliser sans problème. Donc là, c'est ma première histoire qui est là. Fais attention aussi, parce que ton propre enfant même là peut te tuer. Wow. Et ma deuxième histoire, c'est... Comment on appelle ça? Les tantes qui aiment courir d'église en église pour chercher un miracle là. Ça, c'est l'histoire de ma propre tante, la petite soeur à ma maman. Les tantes qui vont pour chercher un miracle là. Elle est catholique. Maintenant, une fois, une de ses camarades qui lui a dit, qu'il y a une église, on fait un miracle là-bas, hein. Que si tu t'envoies, même le jour même tu es né, même le pasteur voit. Donc, alors si elle est partie dans l'église, arrivée là-bas, ils ont prié, fait les révélations, ceci, cela, les trucs comme ça. Donc, ils ont fini la prière, elle est venue à la maison. La nuit, elle dort. On vient la réveiller. Quelle est l'heure? Elle dit l'heure. Je disais que c'était un rêve. Quelle heure, comment? Que non, qu'il faut te lever, on partit. Elle s'est levée. Elle dit, elle sentait c'était un rêve. Elle est partie. Ce sont les membres de l'église, genre les diacres de l'église, les trucs comme ça, elle a vu là-bas. Genre c'était histoire de sorcellerie au fait. Ça ne lui a pas tiqué. Deuxième jour encore, c'était la même chose. Mais à chaque fois qu'ils vont à l'église, on leur partage, genre les petits trucs, on sait un petit sachet. Que c'est blanc comme ça, c'est comme communion, mais c'est pas communion. On vous donne. Déjà qu'elle mangeait, au fait, c'était la chair humaine. Donc c'est arrivé jusqu'à on lui a dit non, que ce que tu as mangé là, c'est à toi de donner. Ça n'en sert à sûr que non, que c'était histoire de sorcellerie. Tu es obligé d'aller voir les prêtres exorcistes là. Prier sur elle, elle a vomi. C'est qu'elle a vomi là, tu peux pas regarder. C'était comme de la glaive qui sortait en elle. Donc, là, faites très attention. Aujourd'hui, là, il y a trop de pasteurs menteurs. Des pasteurs qui vont signer des pactes, ceci, cela. Faites très attention. Les tatas, les tontons qui vont à la recherche de miracles, là. Bon, ma troisième histoire, vu que je dois aller quelque part, donc je vais m'arrêter à la troisième histoire. Attends. Donc, si tu avais 4 histoires, tu vas raconter ça comme ça, là... Juste comme ça. Non, comme je sors au fait. J'ai pas assez de connexions, Agadji, merci beaucoup pour les cadeaux. Ok, raconte ta troisième histoire, comme ce sont les coups de coups. Ok, ma troisième histoire, ça c'est ma grande soeur. Ça c'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé plus précisément à Dabou. Elle allait prendre maison dans une cour là. Bizarrement, lorsqu'on allait prendre la maison, bien avant ça même là, les gens disaient que cette maison-là, ceux qui viennent prendre la maison, ça là, que soit c'est monsieur qui meurt, soit c'est madame qui meurt, les trucs comme ça. Bon, chacun racontait pour lui, quoi. Donc, avant de venir prendre la maison, on a prié. On était là-bas avec ma grande soeur, moi, et puis mon neveu. Vu que son mari même n'est pas encore du vol en Europe. Donc, on était là-bas. Donc, propriétaire de la cour, la bailleur, elle-même, elle vivait dans la cour même en question. Bon, c'est une dame un peu âgée, les trucs comme ça, mais qui n'avait pas bonne réputation. Apparemment, on dit les sorcières, les trucs comme ça. Donc, la nuit, quand on dort, on entend des bruits, les bruits, bon, comme s'il y a des gens qui tapaient les torts, ceci, cela. Donc, on priait.
Donc, une fois, elle est venue voir ma grande soeur, que ma grande soeur doit quitter sa maison, que depuis ma grande soeur est venue, là, elle se sent pas à l'aise, des trucs comme ça. Ça, ma grande soeur, qu'est-ce qu'on a fait? Que non, qu'il faut quitter la maison, faut quitter. Ça, ma grande soeur, quand on est au milieu du mois, puis tu viens me dire ça brusquement comme ça, moi, je vais avoir une maison, qu'il faut me donner un peu le temps que j'ai une autre maison, puis je vais partir. Elle dit non, elle faisait le palabre seulement. Donc, une fois, ce jour, moi, j'étais au magasin. La grande soeur a préparé, elle a mis sauce graine au feu. Vu que la maison, c'est chambre, salon, puis il y a une terrasse comme ça, une grande terrasse. Donc, c'est à la terrasse, on n'a pas l'habitude de préparer. Donc, ce jour, la grande soeur a mis la sauce au feu. Elle a fini d'épiler sa graine, elle a mis la sauce au feu. Puis, elle est sortie. Juste après le potager, à 2 mètres de la maison, il y a une dame qui vend les condiments. Elle avait oublié d'acheter cube magie. Donc, elle est partie acheter cube magie. À son retour, elle est venue attraper notre bailleur en train de mettre quelque chose dans la sauce. Maintenant, il l'a attrapé, on dit, que toi tu mets, même quand ma grande soeur, que toi tu mets quoi dans ma sauce comme ça? Que non, je passais, j'ai vu, tu as préparé la sauce là, c'était pas loup. Donc, je suis venue mettre djunglé. Bon, djunglé, à ceux qui ne savent pas, c'est gombo sec. Que non, elle est venue mettre gombo sec dedans. Et ça, ma grande soeur, moi j'ai préparé ma sauce, je t'ai dit, je veux gombo sec dedans. C'est toi, tu veux mettre gombo sec. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que non. Que je passais, j'ai vu la sauce là, c'était pas lourd. Donc, c'est moi, mais je suis venue. Mais ça m'a dit, depuis quand? Donc, ma grande soeur a allaité, les autres voisins sont sortis, les gens d'accord sont sortis, sont venus. Quand ils sont venus l'attraper, mais c'est pas gêné. Elle continuait toujours à mettre le produit dans la sauce jusqu'à la fin. Elle a tapé ses mains, elle a remis son produit. Mais les gens lui ont demandé, quelle la vieille, c'est quoi toi tu as mis dans la sauce de la fille? Que j'ai passé, j'ai vu la sauce là, c'était l'eau. Donc je suis venue mettre djunglé. Les gens me sont étonnés. On t'a envoyé. Elle dit non, que c'est ce que non, sinon il n'y a rien. Donc il y a l'un des voisins qui a dit à ma grande soeur que si vraiment il n'y a rien, que c'est la sauce, ça ne peut pas manger, il faut décharger, tu vas garder. On va voir ce que ça va se passer. On a déchargé la sauce, on a gardé. Aux environs de 16 heures, là, la sauce a commencé à mousser. Ça a commencé à mousser comme c'est la sauce graine, ça a commencé à mousser. Comme si c'est au moins ils ont mis dedans, puis on tapotait, ça a commencé à mousser. Et la mousse là qui versait comme c'est là. Quand la mousse a commencé à verser, la bailleur a commencé à courir, elle est venue chez nous. Elle est pleure, elle demande pardon. On dit, tu demandes pardon, pourquoi? Quand on dit merci pour le djunglé, tu as mis, tu demandes pardon, que non. Qu'elle veut pas, elle est tombée. Ils ont appelé ses parents à Djoukourou, là, ils sont venus la soulever, elle est partie, elle a commencé à crier, que non, on a le feu, sinon on a le feu, sinon des trucs comme ça. Donc on a appelé en famille, on a appelé le vieux dit, que si on peut ramasser les effets pour rentrer, on a ramassé. Donc on a ramassé les bagages. Il y a une copine de ma grande soeur, elle allait déposer le reste des bagages, j'avais pas, on est rentré. Ça n'a pas fait une semaine et puis, elle est décédée. Donc c'était ma dernière histoire. Donc, j'aimerais exhorter les autres. Prier. Quand tu prépares, tu laisses ta sauce comme ça, tu donnes d'eau là, tu sais pas ce qu'on met derrière. Nous, c'est Dieu qui nous a fait grâce, même on a vu. Ce qui veut dire, elle nous a fait dans le spirituel, on n'a pas vu. Elle a fait dans le spirituel, ça n'a pas marché. Et c'est dans le physique maintenant, elle voulait attaquer. Mais avec Dieu, on ne tape jamais un poteau. Donc là, soyez très, très vigilants. C'était mon histoire. Likez, partagez. Bonne soirée à tous. Bon, cette histoire que je vais raconter, ça s'est passé, je vais dire quoi, l'année dernière. L'année dernière ou le début d'année, là, un truc comme ça. C'est sur TikTok ici, là. Je faisais mes vidéos tranquilles et tout, et j'ai fait la rencontre d'un monsieur. On s'écrivait sur TikTok un temps, et il a demandé, à part TikTok, il n'y a pas un site sur lequel je suis connectée et tout ça, pour qu'on puisse s'écrire de temps en temps, qu'il puisse me voir et tout. J'ai dit, je vais donner mon Instagram. On a commencé à s'écrire là-bas tout le temps, on s'écrivait et tout. C'était tranquille, hein. C'est pas le genre, il va te demander des nus, des photos bizarres ou bien des parties de toi un peu suspectes et tout. Rien du tout. On s'écrivait tranquille. Des fois, ça se faisait des appels vidéo. Et je traversais une période un peu compliquée financièrement. Donc, quand on parlait de temps en temps, quand il me demande ça va et tout, je me suis permise, parce que ça faisait un moment qu'on s'écrivait, je parlais un peu de mes problèmes. Et comme ça, il a décidé de m'aider. Une fois, il m'envoie des grandes sommes, hein, pas genre des petites sommes que machin, des grandes sommes et tout. Il m'envoie d'abord 200 000, il m'envoie 300 000.
Des fois, j'étais étonnée. Je dis que, ah, mais tu fais donc quoi qu'à chaque fois, tu m'envoies l'argent comme ça à tout moment et tout. Oh non, je suis dit, c'est quoi, milliardaire ou je sens que, ah, en tout cas, ok, c'est gentil. Maintenant, dans la même semaine, ils m'ont envoyé, je crois, 300 000 un mercredi et 500 000 un vendredi, un truc comme ça pour mon anniversaire. Je crois qu'après la période de l'anniversaire, c'était passé un peu, pas vraiment comme je m'y attendais. J'étais tombée gravement malade. Gravement malade. Et il savait, je me sentais pas bien, je lui avais dit. Et c'est la personne avec qui on discutait tout le temps. On s'écrivait, on discutait tout le temps. Donc, petit truc, il était au courant. Quand je me sentais pas bien, je lui avais dit ça. Ah, je ne me sens pas bien, ça fait combien de jours là, je suis un peu malade et tout ça. Il me dit que comment ça, tu es malade et tout. Je dis, je ne me sens pas bien, je sens un peu la fraîcheur et tout. Ça a commencé là. Il ne répondait plus, il n'écrivait plus. Rien en fait, il était devenu un peu distant jusqu'à ce que je suis vraiment tombée malade. On m'a mis à l'hôpital. Je fais 2 semaines hospitalisée. Et quand à l'hôpital là-bas, je ne sais pas si là, les gens ont déjà ressenti ça, mais comme une... Allô? Je m'écoute Oui, on te deux suit. fois. Ok. Je suis dans la chambre d'hôpital comme ça, mais je ressens une fraîcheur là. En fait, je sais pas. Tu as les écouteurs? Oui, je sais pas si c'est la connexion. Ça va. Non, c'est pas les écouteurs. Non, pas du Bon, tout. baisse ton volume, comme ça tu vas pas écouter le retour. Baisse ton volume, non, te suis bien, c'est là. Ok. Je l'ai mangé, baisser le volume. Donc, comme ça, du coup, je suis dans la chambre d'hôpital et tout, mais je ressens, la pièce, elle n'est pas si grande que ça, c'est une petite pièce et tout, mais je ressens une fraîcheur là. Une fraîcheur, genre l'odeur de l'hôpital. C'est une petite clinique assez simple et tout, non loin de la maison. On m'a emmené là-bas, on m'a soulevé que comme un cadavre pour m'emmener. Ce sont mes grands frères, les voisins. Ils disent que pour me porter, c'était au moins peut-être 5 ou 6 parce que j'étais un peu inconsciente et tout. Ils m'ont emmené à l'hôpital là-bas. On a essayé de me faire les examens, mais je sentais une fraîcheur. En fait, j'avais l'impression que je n'étais plus là, quoi. Genre, que j'étais déjà, je sais pas, mais j'étais vraiment bizarre. C'est là où ma mère est venue avec les gens de l'église. Ils ont commencé à prier. J'ai fait 2 semaines hospitalisée. Perfusion sur perfusion. Si on me pique ici, c'est pas là. On enlève, on remet une autre place. J'étais comme quelqu'un qui était déjà loin. Jusqu'on m'a pris, on m'a emmené à l'église. Dès que je suis quittée là, on m'a emmené à l'église. On essaie de faire des prières là. Je suis un pasteur là, essaie de m'emmener fort. Jusqu'on m'a fait comprendre que le monsieur, il est dans la magie blanche ou magie noire, un truc comme ça. Et l'argent qu'il m'envoyait à tout moment. Et je vous dis que durant toute la période, là, toutes les fois que j'ai écrit ou je l'ai appelé, le monsieur ne répondait plus. À chaque fois, quand je viens demander, je viens écrire que, ah, depuis que tu sais que je suis malade, même pas prendre de mes nouvelles et tout ça, il me laisse en air, vu et ignoré. Du jour au lendemain, comme ça, jusqu'à la faire les passer, je suis revenue bien comme je suis là aujourd'hui. Depuis le jour là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus pris de ses nouvelles. Il n'appelle pas, il n'écrit pas, rien du tout. Jusqu'à une fois, il vient m'envoyer un message sur... On s'appelait que sur Insta, hein. Il vient m'envoyer un message sur Insta, comment tu vas et tout, je sens que mes seigneurs, je sais. Après combien de siècles? Donc, c'est un peu ça mon histoire, de faire vraiment attention. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent vers vous sur les réseaux sociaux qui viennent forcément avec des bonnes intentions. C'est vrai que nous, les femmes, on aime bien l'argent, surtout quand c'est comme ça. Tu n'as pas besoin de fournir assez d'efforts, quelqu'un te donne comme ça. Tu vas pas aussi refuser, mais de faire vraiment, vraiment attention. Merci beaucoup pour l'histoire. Et me voulez maintenant pour écouter ce que j'en ai dit aussi. Merci Maintenant, pour l'histoire. Si je peux raconter ma seconde histoire, ou bien je laisse pour passer quelqu'un d'autre. Ok, vas-y, seconde histoire, alors, vas-y. Après, on va jouer Queen. Merci pour ceux qui ont envoyé Queen là. Doris, je vois tout le monde là. Merci, je vois vos messages. Donc, deuxième histoire, alors, vas-y. Ok, pour la deuxième... pour ne pas avoir le retour. Ok, je diminue. Alors, pour la deuxième histoire, c'était la période où je passais le bac. Je passais le bac bien avant de... En fait, c'était genre les cours, l'examen commençait peut-être dans 2-3 mois qui suivaient. J'ai commencé à faire des rêves un peu bizarres, vraiment des rêves étranges, là où on me donnait un enfant en main. Bon, ça c'est une histoire, je sais pas, je vais raconter ça, c'est une histoire assez personnelle et familiale. Peut-être il y a des gens qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, si mes parents sont là, je sais pas trop, mais je raconte quand même. Du coup, j'ai commencé à faire un rêve. En principe, il y a un de mes parents, que je ne vais pas citer forcément le nom, il a un problème, sa femme avait un problème d'enfantement et tout ça.
elle avait les problèmes pour accoucher. Je faisais des rêves bizarres là où je le voyais, lui. Il me tendait un enfant, mais l'enfant était mort-né. Genre, les dents de l'enfant étaient déjà faux. Vous voyez un peu le genre des enfants qui partent, les gens qui partent trop chercher les enfants un peu chez les Noirs là. Maintenant, quand l'enfant naît, il n'est pas forcément comme il faut. Il est un peu déformé, les dents bizarres. Non, mais attends un peu. Quand elle parle de l'enfant chez les Noirs, là, c'est pas chez les Noirs que Noirs de couleur de peau. Hein. C'est les Noirs, genre des marabouts, Chez les n'est-ce pas? marabouts, en fait. Voilà. Les tradipraticiens, des trucs comme ça. Du coup, j'ai fait le rêve là d'abord parce que je crois, quelques temps après, ils devaient venir ici sur Libreville. Bien avant ça, on m'avait dit qu'ils ont voyagé, ils sont allés dans un pays là. Ils sont allés essayer de voir pour trouver la solution de leur problème parce qu'ils sont ensemble depuis. Et moi, personnellement, je porte le nom de la mère de mon père. Et je porte aussi le nom de la mère de ma mère. Donc, logiquement, je suis celle qui est censée ouvrir les portes. C'est comme ça. Je fais le rêve là où je arrive chez lui. Quand il ouvre la porte, il a la serviette, il est debout là, devant la porte et il me donne un enfant. L'enfant qu'il me remet, c'est un nouveau-né, mais l'enfant est vieux, avec les dents, mais l'enfant est décédé. Et moi, dans le rêve, je dis que, ah, mais pourquoi tu me donnes l'enfant mort-né comme ça? Il me dit, non, prends l'enfant, tu sais que c'est toi ma mère, prends l'enfant, va m'enterrer l'enfant. C'est comme, j'explique un peu, c'est comme, toi, tu prends ta fertilité, tu remets ça à quelqu'un d'autre, et puis toi, tu reçois comme les déchets, en fait. Genre, je vais t'expliquer, je vais expliquer ça comment. Genre, toi, tu prends les enfants morts, on a vu que lui n'a pas la possibilité de faire les enfants. Donc, toi, tu remets ton ventre qui a la possibilité d'enfanter et toi, tu reçois celui qui n'enfante pas. C'est un peu comme ça. Il me remet, je dis non, mais tu ne peux pas me donner l'enfant, je suis encore une petite fille, tu peux me donner l'enfant que c'est moi qui va l'enterrer. Il me dit, prends. Il a fermé la porte. Me voilà maintenant, je suis en train de partir avec l'enfant entre les mains, je suis en train de partir avec l'enfant. Je monte dans le taxi que j'arrête directement, je monte à l'intérieur. Après, je ne sais pas, le rêve, c'est comme si c'était la réalité. Dans le rêve, c'est comme si j'étais revenue en moi. J'ai arrêté le taxi, j'ai dit que le taxi arrête. Je suis descendue, j'ai abandonné les babouches. J'ai couru, toujours dans le rêve, hein, j'ai couru vers la maison de mon oncle en question. Et je lui ai donné l'enfant, j'ai cogné, j'ai donné l'enfant. Je dis que je ne peux pas l'enterrer, l'enfant là. Toi-même, prends l'enfant là, toi-même, tu pars enterrer. Je ne peux pas. Je suis descendue en courant. Il est resté avec l'enfant, les mains. Il ne fait que me crier que viens prendre l'enfant jusqu'à ce que je me suis réveillée. Nelly. Bonsoir DMG, tu me fais monter, tu salues Sydney. Quand j'étais en bas là, tu as salué quelqu'un? Ouais, Abus, sorry. Bonsoir tout le monde. Je fais un flashback sur parce que je t'ai écouté, tu as fait le voice de la fille de l'Est là. Quand les gens là vous appellent, dites même que même les vrais guérisseurs là, on ne les retrouve plus bon marché comme avant. Hein. Je suis né à l'Est, j'ai grandi à l'Est. On ne retrouve plus les bons guérisseurs. Maintenant, il y a les faux. Et ceux qui prennent même ta chance sont dedans. Et ceux qui mentent, les vrais guérisseurs ne se retrouvent plus facilement à l'Est. Ça, c'est dans les années, ouais, un peu plus avant, 15 ans plus tôt là. Et les vrais guérisseurs, si tu viens chez lui, il trouve que tu n'as pas la malchance, il te dit rentre. Tu n'as pas de problème. Les faux ne te disent jamais, ils vont toujours prendre ton argent. Comme les filles, c'est toujours la femme qui cherche toujours trop. Les vrais guérisseurs, on ne les trouve plus. Donc, c'est un conseil. Si quelqu'un a encore les intentions pour aller à l'Est, franchement, les vrais ne sont plus trop. Et puis, il y a trop de faux maintenant parce qu'il y a les conditions pour les vrais. Ça vient de père en fils. Et maintenant, quand tu dois soigner les interdictions qu'on te dit, quand les papas l'ont donné à leurs enfants, les enfants n'ont pas toujours respecté les conditions. Si on dit ne bois pas la bière, les jeunes boivent la bière, comme ça gâte de remède, ça gâte de remède. Ils ne sont plus efficaces comme avant. Donc, on oublie un peu ça. Bon, moi, je vais raconter ma petite histoire. C'est 2 minutes, ça ne dure pas trop. Ah, c'est une histoire qui s'est passée en France. Oui, en France, même en baignant la sorcellerie, la bien. Donc, ces 2 amis, ils étaient un peu plus jeunes ensemble, ils se sont connus. Bref, ils étaient bons amis. Après un bout de temps, ils se sont séparés. Tu vois, genre, peut-être que ta personne part de l'autre côté, et toi, tu changes de ville avec ta mère. Ils se sont pas vus, ça faisait longtemps. Et puis, un peu quelques années plus tard, comme 8 ans, 9 ans, ils se retrouvent par hasard. Il dit, mais est-ce que c'est toi? Et oui, est-ce que c'est toi et tout? Après, il dit, comment tu as fait? Tu as déjà l'argent comme ça et tout et tout. Il dit, ah, mon frère, c'est pas pourquoi. Je me suis battue, j'ai travaillé et tout. Il insiste, son ami qui n'avait pas assez, insiste pour lui demander comment. Il dit que j'ai travaillé.
Après, il demande, celui qui n'avait pas l'argent demande que, gars, pardon, lance-moi même un peu là, je suis foiré. Comme ça qu'il demande à son ami qui a l'argent de le lancer, il est foiré. Son ami qui a l'argent lui donne 20 euros. Par contre, celui qui avait l'argent n'avait pas travaillé, il était entré dans un mauvais truc. Et dans le mauvais truc, on lui avait dit qu'il doit donner l'argent, pour son sacrifice doit être dehors. Il doit donner l'argent aux gens qui ne sont pas de sa famille. C'est pourquoi tu vas voir les gens ici, ils ont assez d'argent, ils ne donnent jamais à leurs membres, ils peuvent acheter les choses. La condition était que il ne doit pas donner l'argent même propre aux membres de sa famille. Mais aux gens de dehors, il n'y a pas de problème. Il pouvait acheter tout à sa famille, les nécessaires, les habits, les trucs, mais l'argent, il ne donnait pas. Il peut même te donner le vin, tu bois jusqu'à ce que tu deviennes sous, mais il ne te donne pas l'argent en espèces. C'était la condition. S'il te donne l'argent en espèces, tu pars, si tu deviens son sacrifice. Et le gars, dans l'inconscience, a demandé 20 euros et son ami lui a donné 20 euros. Comme ça qu'il met les 20 euros dans son porte-monnaie, il tourne, il se donne les contacts, il se change les contacts et puis basta. Le gars utilise les 20 euros. Il rentre à la maison, il voulait encore ouvrir son porte-monnaie, bref, je sais pas trop. Il retrouve les mêmes 20 euros. Il prend les 20 euros là. Avec doute, mais il utilise encore. Quand il va encore aller, le lendemain encore, il constate qu'il y a toujours les mêmes 20 euros. Il a peur, il dit que les mêmes 20 euros, si ça fait qu'apparaître. Il prend maintenant, il demande à quelqu'un, est-ce que tu veux, quelqu'un qui était dans le besoin, il lui donne les 20 euros. Il partage sur le 20 euros là que moi, je suis fatigué. Le 20 euros là ne fait qu'à revenir. Comme ça qu'il donne à quelqu'un d'autre les 20 euros. Le 20 euros ressort toujours dans son porte-monnaie. C'était comme ça, jusqu'à le gars est devenu fou. Bref, le gars a appelé d'abord avant de devenir fou que, mais j'ai dit, gars, les 20 euros que tu m'as donné là, ça ne finit pas. Je ne fais qu'utiliser les 20 euros, ça ne finit pas. Je fais qu'utiliser, ça ne finit pas. C'est comme ça que le gars lui dit que mon frère, non, moi je sais pas ce que tu as mangé, ça ne va que venir. Hein. Moi je sais pas ce que je te dis. Bon bref, c'est mort. Désolé, mais je ne peux plus rien. C'est comme ça, je suis entré dans un truc et tout. C'est ça. C'est comme ça. Donc quand le gars a compris la vraie histoire que son ami lui a dit, du coup il est devenu fou parce qu'il ne devait plus raconter l'histoire à d'autres, mais il avait déjà raconté à ses proches qui vivaient déjà la scène avec lui que pourquoi j'ai toujours les 20 euros qui ne font qu'apparaître et tout. C'est comme ça que le gars est devenu fou. Et plus tard, le gars est décédé. À cause de 20 euros. C'est pour ça que tu vas voir les gens. Si tu vois ton pote, il te donne le vin. Maman boit seulement le vin. Ne demande pas. S'il y a les amis, moi je connais les gens, qu'il peut te donner tout un bar, mais il ne te donne pas 500. Toi, les gars sont souvent dépassés. Mais toi, tu me donnes, si c'est le vin, tu vas me donner le vin, on va devenir bête ici. Tu ne peux pas donner, on manque même là pour aller à l'école pour s'acheter les cacos. Mais toi, tu donnes seulement le vin, tu nous achètes seulement les choses. Donne. Et certaines personnes ne donnent même pas à leur famille. Tu vois, ils sont riches, leur famille est carrément pauvre. Ils ne donnent pas à leur famille parce qu'il a peur de vendre sa famille. Mais les gens de dehors, oui. Donc, vraiment, les gars, là, en ce mois-là, on doit souvent faire attention. C'était ça, mon histoire. Merci beaucoup, Nelly, pour l'histoire. Et je confirme là. Parce que moi, je connais un Wadjo Ebrova qui était dans ça. À sa copine, à ses amis, à personne, il ne remet l'argent. Et si tu veux quelque chose, il part au marché, il achète, il vient te donner. Et il ne cachait même plus, il a dit qu'il est dans la secte. Il ne cachait plus l'argent, il fait semblant. Donc tout le monde est au courant, ça comme il est au courant qu'il est dans la secte. Donc ça se passe dehors là. Et puis, les filles là, tu sors avec un gars et puis il ne fait que te refuser l'argent. Je ne pense pas qu'il est forcément dû. Hein. Peut-être qu'il veut te sauver, donc fais attention. La Gadji, merci pour les cadeaux. Ok, Nelly. Tu as encore une autre histoire, on passe à une autre personne. Pas d'abord dans les commentaires, pas d'abord dit. Dans les commentaires. Ok, je reviens. Donc tu sors avec un gars, après il ne fait que te tourner comme ça pour l'argent. Peut-être c'est pour te sauver qu'il fait ça. Faut faire attention. Et pareil pour les gars aussi, hein, les filles qui sont souvent dues. Il y a des filles qui sont dues avec l'argent. La réalité qui a dit mon argent c'est mon argent. Mon gars n'a pas mon argent. Hey, 50 ans de célibat. 50 ans. Tu vas? Très bien, Yvon. Je vais très bien, merci. D'accord. J'aimerais vous raconter une histoire. Bon, pas très longue, mais un peu courte. À l'âge de mes 18 ans, je sortais avec un gars. J'étais en couple avec un gars. Et lui et moi, deux fois, je partais souvent chez lui, passer les nuits là-bas. Je partais chez lui, passer les nuits. Mais au cours d'un soir, on racontait, lui et moi,
Il m'a posé une question, il m'a dit, il m'a parlé, on était en train de blaguer. Il me disait, vraiment, toi, tu dors trop comme un cadavre. J'ai dit, comment ça, je dors comme un cadavre? Il me dit, parce que à chaque fois, quand je sors, la nuit aux environs de 3 heures, tu es toujours là, tu dors. Tu ne me cherches pas. Et quand je rentre aux environs de 5 heures, tu es toujours là, tu dors. Et j'espère toujours que le lendemain, tu me poses des questions, mais rien. Mais attends, le bruit de toi, c'est quoi? Tu es où? Tu es dans le cimetière? Non, je suis dehors. Parce qu'il y a trop de bruit à l'intérieur dans la maison, les enfants regardent la télé. Ok. Et ils sont me rassurer parce qu'on ne sait jamais. Après, je lui ai posé la question que je sors toujours aux environs de 3 heures pour chercher quoi? Oh non, le travail. Mon patron m'appelle souvent aux environs de 2 heures, 3 heures, machin. Il a besoin de moi à tout moment. Ça, je dis, si c'est pour le travail, c'est bon. Après, il m'a dit que non, j'aimerais un jour que tu puisses m'accompagner au travail une nuit. Ça, je dis, moi, j'aime trop le sommeil, comme quoi je ne peux pas me réveiller à 2 heures ou 3 heures pour aller quelque part. Moi, quand je dors, c'est jusqu'au matin. Et je n'aime pas quand on me dérange pendant mon sommeil. Il m'a dit, ok. Il a fait un voyage, il allait en province. Et moi, un bon matin, à 6 heures, non, même pas d'abord à 6 heures, 3 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Puisque je dormais avec ma mère, je ne voulais pas que ma mère puisse être dérangée. Et j'ai pris le téléphone, j'ai mis sur vibreur. Et j'ai mis le téléphone sous le lit. Maintenant, 6 heures, pendant que je m'apprêtais pour aller à l'école, j'ai attendu que ma mère puisse aller au travail pour appeler la personne qui me faisait pour appeler au milieu de la nuit. Quand ma mère est partie, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Quand je dis allô, c'est un jeune garçon qui me répond allô. Oh, est-ce que c'est Wesley? J'ai dit oui. C'est qui? Oh non, je suis le petit frère de X. Ça, j'ai dit oui. Il y a quel problème? Oh non. Est-ce que vous savez que X est actuellement entre la vie et la mort? J'ai dit, comment ça entre la vie et la mort? Oh non, c'est X qui nous a demandé de vous appeler pour que vous puissiez prier. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment lancée dans les choses de l'église, la prière, machin. Ça, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, non, il n'y a pas le temps. Là, sur le téléphone, on va parler de ça plus tard. Ça, j'ai dit, ok. 6 heures maintenant, je me suis mise à genoux dans la chambre. J'ai commencé à prier. Prier. Et sur le nom de X, j'ai prié. Arrivé à l'école, j'ai parlé de ça avec mes copines que non, voilà, l'appel que j'ai reçu le matin. Il y avait aussi une fille avec qui je marchais. Elle aussi, elle était à fond aussi dans les prières. Elle et moi, on a commencé à prier. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai essayé d'appeler pour avoir les nouvelles. On m'a dit, oh non, c'est toujours pareil. Il est entre la vie et la mort, il est dans le coma. Il raconte les choses de l'espace. Ça, j'ai dit, ok. 2 jours après, dans mon sommeil, c'est comme si c'était un rêve, mais de toute façon, je ressentais les frissons, c'était comme si c'était pas un rêve. Dans la nuit, j'ai fait le rêve où je suis allongée. Je suis allongée. Mon esprit s'assoit. Je regarde derrière, je vois comment mon corps est allongé sur le lit. Et moi-même, je suis assise. À un moment, quand je ferme les yeux, quand j'ouvre les yeux, je me réveille dans un village. J'étais dans une maison. J'étais dans une cuisine. Au beau milieu de la nuit, j'étais seule. Là, j'ai entendu une voix, la voix d'un homme qui m'a seulement souhaité la bienvenue. J'ai dit bienvenue. Donc j'ai dit qui êtes-vous? L'homme a commencé à rire. Donc j'ai dit qui êtes-vous? Vous me souhaitez la bienvenue, qui êtes-vous? Je ne pouvais pas voir l'homme, j'entendais juste sa voix. Donc j'ai réussi à sortir de la cuisine. Je me suis retrouvée à une grande cour. Mais quand j'entendais la voix de l'homme, c'était comme si l'homme était en face de moi.
Alors, l'homme m'a dit, comme tu es là pour te mêler des choses qui ne te regardent pas. Tu es là, tu te mêles des choses qui ne te regardent pas. Aujourd'hui, c'est toi, soit c'est moi. C'est là que je posais la question à la voix que je me mêle de quelle chose? Explique-moi. Ça, l'homme m'a dit, il n'y a pas d'explication. Soit tu laisses ta vie, soit c'est moi qui laisse ma vie. J'ai comme ça prié. C'est là où l'homme me dit, tu penses que celui que tu invoques t'écoute. Tu es très loin. Il ne peut pas t'écouter. C'est là où j'ai dit à la voix que tu es un menteur. Car celui que j'invoque m'écoute à n'importe quel endroit. J'ai comme ça prié. J'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai invoqué son nom. L'homme ne faisait que rire. Le monsieur ne faisait que rire. Après, subitement, j'ai directement eu la pensée de m'allonger au sol. De m'allonger. Et c'est une partie même, jusqu'à présent, quand je pense à ça, je me marie parce que c'est un chant qui est directement venu dans ma tête. Un chant en langue qui est directement venu dans ma tête. J'ai comme ça à chanter le chant là. J'ai comme ça à chanter. Après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, de toute façon, j'ai transpiré. Et j'ai tremblé comme quoi. Le lendemain, on m'appelle encore. Quand le jour s'est levé, on m'appelle encore. Oh non, voilà, X se porte déjà bien, les trucs comme ça là. Donc, j'ai dit, est-ce que je peux parler avec X? On m'a dit, ok, on a passé le téléphone à X, je vais parler avec X, que non, qu'est-ce qui se passe, il y a eu quel problème, machin. Il m'a dit, non, j'arrive là-bas une bonne fois, je vais t'expliquer. J'ai dit, ok. 2 jours après, X est revenu. Quand il est revenu, il est venu chez moi. Là, je lui ai dit que non, explique-moi. Là où X m'avoue que quand il était, parce que là, il était en terminale. Quand il était en première, il est rentré dans une secte. Des jeunes élèves. Ils voulaient tellement être dans le buzz, avoir de l'argent, des voitures, parce que ses amis étaient comme ça. Il y a l'un de ses amis, c'est l'un de ses amis qui lui a fait intégrer la secte. Maintenant, arrivé devant là-bas, tout allait bien, parce qu'on ne demandait pas encore le sang. Mais au moment où on lui a demandé 5 litres de sang, il a refusé. Il a dit ça, je ne peux pas. On lui a dit, si tu ne donnes pas le litre de sang, on te prend en échange. Il m'a avoué, il m'a dit non, quand je sortais toujours la nuit, je partais toujours dans ma secte et je rentrais toujours aux environs de 5 heures. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, donc quand tu m'avais proposé de m'accompagner la dernière fois, que non, un jour je vais t'accompagner, c'était dans ta secte que je devais t'accompagner. Celui m'a dit non, c'était juste une manière de blaguer, machin, tout comme ça là. Là, je lui ai dit, mais l'histoire du coma, celui m'a dit, le coma, il était rentré dans le coma, pourquoi? Parce que il commençait à faire des rêves bizarres où on le poursuivait. Il courait, après un moment, on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler des choses de l'espace, que les parents voyaient qu'il parlait des choses de l'espace, alors que chez eux là-bas, on l'avait attrapé. Il ne faisait que se défendre, crier, oh laissez-moi, machin, je ne veux pas, laissez-moi. Et on l'a attaché les mains et les pieds. On l'a mis dans un cercueil. On a fermé le cercueil. Quand on a fermé le cercueil, c'est à ce moment-là qu'il ne pouvait même plus, que les parents voyaient maintenant qu'il ne bougeait plus. Il ne parlait plus, il était ce moment-là comme une personne qui était endormie, machin, alors qu'il était déjà dans un cercueil. Il me dit, il ne sait pas ce qui s'est passé. Subitement, le cercueil s'est ouvert, il a réussi, il était déjà détaché. Il est sorti du cercueil, il a commencé à courir. Jusqu'au point, à un moment, il a réussi à s'échapper. C'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Il est maintenant revenu à la normale. On lui a fait des prières, des délivrances, machin, tout comme ça. Et là, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est reparti, parce que moi, il m'avait dit que il ne partait plus là-bas. Il avait complètement coupé les ponts avec la secte en question. C'était ça mon histoire. Merci. Merci beaucoup, Wesleyan, pour ton histoire. Dans les commentaires.
Bomberman. Ouais, man. Bonsoir, ça va? Ça dit quoi? Ah, on est là, mon frère. Mhm. Bon, moi, mon histoire, elle est vraiment un peu courte, mais c'est une histoire que j'ai vécue il y a de cela 2 ans, 2 ans déjà. En fait, j'ai eu mon bac et je suis arrivé à Libreville au Gabon. Et quand je suis arrivé à Libreville au Gabon, j'ai un peu traîné. Après, je suis allé m'installer chez ma grand-mère. On va dire quoi, c'est celle qui a élevé ma mère. Et par là, je suis resté 1 an avec elle. 1 an, c'était une femme très âgée, hein. Et on va dire quoi, je me suis occupé d'elle. Moi, je partais au boulot et tout ça, et je rentrais les soirs et tout. 1 an après, il y a mes petits frères, bon, mes neveux, les enfants de mon oncle qui sont venus rester avec moi pour un peu accompagner la grand-mère et tout. Ils étaient à 3. Il y avait 2 filles, 2 petites filles et un garçon. Genre, le garçon, c'était le grand frère. Bon, les enfants, ils ont bien commencé le school, bon, genre l'école et tout ça. Et après, il s'avère que la petite tombe malade, du genre la dernière. Elle tombe sérieusement malade. Donc moi, je travaillais, j'avais un bar et je partais en même temps au school. Donc, je rentrais vers les minuit. Et je sortais très tôt le matin. Donc, je pouvais pas vraiment bien m'occuper de la petite. Donc, j'ai laissé les consignes et tout. Genre, il fallait en pharmacie prendre les médicaments de la fièvre. On connaît ça. Genre, les Ferragans, de prendre, en tout cas, genre les médicaments du palu là. Ça passe. Pratiquement, bon, une semaine, un soir, je rentre. Bon, déjà dans la journée, mon petit frère m'appelle, il me dit que non et tout, la petite, ça ne va pas et tout. Je dis, bon, petit, tu sais où genre, je cache l'argent? Prends le gain, tu pars en pharmacie, tu expliques bien à la pharmacienne et tout ça, et puis elle va te donner les médicaments. Quand je rentre le soir, vers minuit comme ça, parce que j'ai terminé de faire le point au bar et tout ça, compter le gain et tout ça. Je rentre le soir, je touche la petite. Ah, ça va. Ah oui, ça va. Elle a mangé. Ah oui, elle a mangé. Elle a pris les médicaments. Oui, elle a pris les médicaments. Bon, j'ai appuyé. Bon, j'ai bu 1 bière, 2 bières. Je suis allé m'allonger. Aux environs de 2 heures, on m'appelle. Ah, la petite est malade. Ça ne va pas. Elle fait les crises d'épilepsie. Je me lève. Dans le vin, dans la bière et tout ça là, le sommeil mélangé. Donc, en fait, je suis vraiment perdu. Mais je sens comment la petite convulse. Sur le coup, j'ai dit, bah, là, ça va pas bien se passer. Et dit, on doit amener à l'hosto. Là, je restais dans les matitis. Chez nous, les matitis, on va dire quoi? C'est les bas-fonds. C'est, on va dire quoi? Les tôles. Et je restais juste derrière un hôpital. Donc, le temps de porter la petite, quand je porte la petite sous le dos, elle pesait quand même, hein. Là, je porte la petite sous le dos et tout. Je marche. Il dit que le jour-là, il avait même plu, donc il y avait la boue. Donc, imaginez un peu, tu marches avec une petite qui pèse sur le dos. Il dit que non, les reins là, ça va même se casser comme ça. Donc, genre, je porte la petite, je porte. Je croise même les gens, il est 1h minuit. Oh, aidez-moi. Mais les gens, ils avaient peur. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Je porte la petite. Il dit que les reins là, non. Même aujourd'hui, j'ai encore les séquelles. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à l'hosto. Je dépose la petite au sol. Le médecin, en fait, quand je vois même la petite, les mouches viennent même se poser sur sa bouche. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand je la portais sur mon dos, elle vomissait déjà et tout. Donc, même le liquide, genre de la bouche, là, coulait sur mes épaules et tout ça. Donc, quand on arrive à l'hosto, genre à l'hôpital, la petite et tout, c'est un mauvais. Le docteur dit que, mais, tu la portes là, ici, là. Elle est décédée depuis. Il dit que, oh, comment c'est elle est décédée depuis? Vraiment, elle est décédée depuis. Elle commence à pleurer et tout. Le matin,
Genre, j'appelle au boulot, je peux pas bouger. Je reste. Ses collègues ne savaient pas, ses camarades de classe ne savaient pas qu'ils étaient décédés, que genre la petite était décédée. Donc, ils arrivent le matin pour voir genre la petite. On dit, oh non, Marie est décédée. Bon, telle est décédée. Excusez-moi. Genre, telle est décédée. Les petits commencent à pleurer sur la peau. On fait toutes les cérémonies là, les cérémonies, voilà, et tout. Le corps sort, on amène le corps à la cour familiale chez la grand-mère, vu qu'elle est décédée là-bas. Déjà, moi, excusez-moi, mais genre, je vais faire un petit rétro. Déjà, moi, quand je dormais souvent et tout, moi-même, jusqu'alors, quand je dors, en fait, je n'ai pas un sommeil total. Donc, souvent, quand je dormais chez la grand-mère, une fois, il m'est arrivé de voir une ombre au coin de la chambre. Et en fait, au moment, genre, de me lever pour allumer la lumière, genre, l'ombre avait disparu. Mais j'avais déjà, genre, des soupçons bizarres. Parce que, genre, mon père m'avait déjà appelé. Genre, mon père, c'est un tradit praticien. Il m'avait déjà appelé pour me dire que, là-bas où tu es là-bas, il faut faire attention. Mais comme tu es mon fils, t'inquiète, ça va aller. Bref. On fait les cérémonies et tout. Les gens arrivent, le corps arrive et tout ça là. Moi, je reviens du boulot. Donc, le corps arrive et tout. Et après, le père de la petite arrive. Donc, genre, mon oncle. Mon oncle, il vient, il dit que, là où tu es là, les gens, il parle à sa fille sur le cercueil. Il dit que là où tu es là, la personne qui t'a tué, la personne qui t'a tué, la personne qui t'a amené, même pas un mois, la personne va décéder. Et tous ceux qui suivent derrière, DMG, je te jure, mon père m'appelle, il t'a dit que c'était un tradit praticien, il m'a dit que petit, là où tu es là-bas, quitte là-bas. Parce que si tu restes là-bas, je te dis que tu vas voir les morts qui vont défiler. Grand. Moi, genre, j'ai décidé de partir. Genre, j'avais une tonteuse, genre, une tante qui est arrivée. Oh. Elle dit carrément, non, mais toi, tu es parti de la maison, qui va garder la grand-mère. Moi, il dit que moi, je vais partir quand même parce que, genre, la sto m'a touché, donc je dois partir. Genre, l'histoire m'a touché, donc je dois partir. Et, genre, pour prendre un peu l'air. Et sans que la tonteuse s'énerve, elle dit, non, tu dois rester, du bad. Moi, je pars. Elle te dit que DMG, j'ai pris mes affaires, genre, comme j'avais le bar. Genre, j'ai pris mes affaires et tout. Je suis allé déposer ça dans le bar. Le matin, 6 heures. Je n'ai même pas tout pris. Quand je reviens comme ça, là, on me dit qu'on non. La tonteuse a voyagé avec la grand-mère et tout, donc la maison doit rester fermée. J'avais toutes mes affaires là-bas, mon matelas, ma télé, mon salon et tout. J'ai dit, c'est pas un problème. Je suis reparti. DMG. Même pas 2 semaines. On m'appelle. La tonteuse là. Genre la tante. Donc, la fille de ma grand-mère, elle est décédée. Et, ça, c'est quoi? Et bon, peut-être que, tu vois, c'est, on va dire quoi, le hasard. DMG, même pas encore 2 semaines. Je te dis que le père avait parlé, non? Donc, même pas 2 semaines encore, ma grand-mère est décédée. Quand ma grand-mère décède, mon père, qui est tradit praticien, m'appelle. Il me dit que petit, je t'avais dit quoi? Tu as douté, non? Je t'ai dit quoi? Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais remis pied là-bas. Même quand on a enterré ma grand-mère, il m'a dit qu'il ne met pas pied là-bas, sinon c'est toi qu'on va prendre. Depuis que ça fait 2 ans, je ne suis plus jamais retourné là-bas. Donc c'était juste ça mon histoire. Merci beaucoup, Wamberman, pour ton histoire. Là, les commentaires. S'il vous Bonsoir DMG. Bonsoir à tous et à Marina, toutes. comment tu vas? Je vais bien. Je vais raconter l'histoire d'un groupe d'amis ici au Gabon. Ce qu'on appelle les chill. Ils sont partis dans les chill pour essayer un peu de s'amuser, de boire l'alcool. Et à l'intérieur, bon, quand ils étaient là-bas, ils buvaient l'alcool et après maintenant ils ont créé des petits jeux comme par exemple, on appelle ça comment? Action vérité et autres. Maintenant il y a eu coupure et il y a une personne dans la bande qui a donné l'idée de faire un autre jeu. Le jeu c'est quoi en question? C'est qu'ils prennent des chaises, ils font la ronde, bon, une petite ronde et tout, et il y a un miroir au milieu. Je raconte ça même, j'ai des frissons. Donc maintenant,
on appelle ça comment? En faisant la ronde et le miroir est placé par terre. Le but du jeu, c'était de crier Tamara, Tamara, Tamara 3 fois. Donc maintenant, ils se sont tous lancés dans ça. En criant Tamara, Tamara, il y a une silhouette qui est apparue. C'était une revenante. Elle a dit, vous m'invoquez, pourquoi? Et tout et tout. Donc maintenant, après, en l'invoquant, certains sont devenus fous et d'autres sont morts. Bon, mon histoire est courte. Mon histoire est courte, c'est ça. Donc, vous là qui Merci partez beaucoup, dans Marina, pour l'histoire. là, doucement, doucement. Sinon, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. De toutes les façons, mon histoire, ça revient à l'époque où on était en train de grandir, on écoutait les parents qui racontaient les histoires comme par exemple les sirènes, tout ce que les vieilles personnes là nous disaient là, on négligeait vraiment. C'est une réalité. Bon, moi, je suis quelque part en Occident. Bon, arrivé là, je sors un soir pour aller faire les courses. Bon, comme j'aime m'amuser aussi avec les femmes, je sors, je me retrouve sur le couloir et je vois une fille qui vient de loin, une fille noire, parce que j'aime vraiment les noirs. Je l'appelle comme on appelle des femmes chez nous là, en Afrique, au Cameroun. Je siffle et la personne regarde, alors qu'il y avait beaucoup de gens. Et je l'appelle avec la main. La personne vient. Je ne vais pas parler de nom. Salut, salut, comment tu vas? Bien. Bon, j'essaie de parler avec le, comment on appelle? En Allemagne, quoi, parce que je suis en Allemagne. Je constate que non, elle ne répond pas. Alors elle me dit bien, moi je viens d'arriver, machin, je viens de tel pays là. J'ai dit ok, on peut aller en français, parce que moi aussi je suis là. Tu vas où? Elle me dit, là où elle allait, que je l'attende, elle revient. Et je me mets à le faire. Je l'attends 2 minutes après, elle revient. Pas où elle me dit elle va aller quelque part. Je dis est-ce que je peux t'accompagner? Elle me dit oui. On se change de numéro de téléphone et autres. C'est une fille de la Guinée. Au moment où nous devions marcher. Donc du coup, on se met à marcher vers la gare. Et avant d'arriver à la gare, donc à l'entrée déjà, elle a eu un malaise. Et elle me dit, elle ne peut plus aller, donc comme on a changé le numéro, c'est comme ça qu'on se sépare. Elle rentre chez elle parce qu'elle ne se sent pas bien. Je dis, il n'y a pas de souci. Je rentre. Durant cette période-là, j'essaye d'appeler pendant 3 semaines. Le téléphone sonne, personne ne prend. Bon, un soir comme ça, là, autour de 20h, j'appelle, je dis, ok, je vais essayer encore. J'appelle, le téléphone sonne, on ne prend pas. Je dis, ok, maintenant, c'est le dernier jour. Je gomme le numéro. Quelques 3 minutes après, la personne m'appelle. Je dis, mais c'est quoi ça? Je prends le téléphone. Allô, c'est comment? Ça va? Oui. Mais il y a quoi? Depuis je t'appelle, tu ne parviens pas à réagir. La personne me dit, j'étais pas bien jusqu'ici maintenant. Je vais très mal. Je dis ok. Parce que moi je viens de gommer ton numéro et je ne sais pas le pourquoi. Quand je gomme ton numéro, c'est là où tu me rappelles. Il n'y a pas de souci. Bon ben on garde le contact. Et 1 semaine après, je rappelle, je dis bon il faut qu'on se voie. Elle me dit ok, demain elle passe chez moi. Je suis tout content. Ça c'est une autre femme.
d'un autre pays que je veux connaître bientôt et recevoir chez moi. La personne arrive chez moi, mais sauf toute fois qu'elle arrivait chez moi, elle s'évanouit. Elle tombait là, inapte. 1 heure après, elle revient en elle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pour la première fois, bon, j'ai pas été beaucoup étonné. Et la deuxième fois, en répétition, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas avec l'enfance. Bon, moi je prends ma Bible, je suis né catholique, je mets à prier. Mais quand je prie, je me rends compte que elle revient sur une autre forme, elle se met à rire. Je perds mon temps là. Je prie, je fais tout au nom de Jésus, rien ne donne. Elle se débat, elle rit. Au bout d'un temps, tout le temps c'est comme ça. Au bout d'un temps, c'est la voix qui sort en elle, qui me dit, dis-lui de me donner ce que je lui demande. Nom d'un chien, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous rappelle, c'est une fille vierge. Au moment des faits, ça c'est une histoire qui est depuis 5 ans ou 6 ans, un truc comme ça là. La personne avait, je crois, 26 ans, toute vierge. Alors, lorsqu'elle revient après 1 heure, j'essaye de lui clarifier, voilà. Premier jour ou le premier jour, elle mettait ça en doute. J'ai dit, mais attends, il va falloir que je puisse utiliser une autre chose. Comme j'avais beaucoup de téléphones, je prends un téléphone pour un autre jour. Je me mets à faire la vidéo pour qu'elle voie quand l'histoire va se passer. Et de là, elle se revient. Je lui montre que bon, je lui dis voilà. Elle me dit non, on ne peut pas faire des choses comme ça là. Je dis non, tu peux. Tu m'as agressé avec le couteau, tu t'es levé, tu as pris le couteau, machin, ceci, cela. Voilà. Je montre les vidéos. Là, elle commence à croire ce qu'elle vit. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu vis? Elle me dit, tu sais que je t'aime beaucoup, n'accepte jamais, parce que c'est la femme qui revenait toujours et qui disait, dis-lui de me donner ce que, parce qu'on m'a envoyé depuis la Guinée, il faut qu'elle donne ce qu'elle a. Elle me dit, ne me demande jamais de dire ça, parce que si tu me dis, je vais le faire. Attends, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Cette fille-ci. Alors, un autre jour, je dis à la dame, elle ne te donnera rien. Bon, parlons peu, parlons vrai. Un moment, je me suis dit, bon, ok, voilà. Ça, c'est une femme guinéenne. Je vais voir si elles sont aussi propres comme nos sœurs, quoi. Au moment où elle va tomber, je vais essayer de guetter ses fesses, quoi. Pour voir si elle se rase. Bon, j'ai été curieux. Je l'ai faite. Mais sauf que chaque fois qu'elle se relevait, elle tenait sa main, sa paume de main, elle regardait et elle me disait tout ce qui se passait durant tout le temps où elle était inconsciente. Ce que j'ai pu faire, mais ce qui était curieux, elle ne voyait pas l'agression qu'elle portait à moi ou tout ce qu'elle faisait. Donc du moins, elle se battait avec la même femme. Et là, il y avait une femme qui était en elle. C'est cette femme-là qui voulait récupérer son étoile née, selon ce qu'elle m'avait eu à dire. Alors, j'ai cru à son histoire, et moi, les histoires qu'on nous racontait, moi je suis quelqu'un qui discute toujours, je ne crois pas, mais je ne jette pas ça, je garde toujours dans ma tête. Donc ce message, avec cette histoire-ci, c'est pour faire comprendre beaucoup de choses, de ne pas négliger ce qu'on nous a dit. L'ail qu'on nous parle là, c'est ça qui m'a fait découvrir beaucoup de choses avec cette histoire-ci. Alors, au fil des jours, je n'ai pas pu, avec les prières, pour combattre cet esprit qui était en elle. Mais, au cours d'un temps, c'est le dialogue que j'ai déposé à table avec l'esprit. Parce que, lorsque j'ai guetté les fesses de cette femme, fille quoi, l'esprit m'a dit, je vais lui dire tout ce que tu l'as fait. Et tu lui dis, ça ne dérange pas. Lorsqu'elle se réveille, elle voit. Et de là,
Elle s'est fâchée. Je lui ai dit pourquoi j'ai fait ça. Elle m'a compris, vu que elle me met en ce moment, si c'est le cas, moi je peux pas confirmer. Elle m'a compris. Elle a continué toujours à venir chez moi. Mais sauf que lorsque ça a continué, j'étais obligé de parler avec son esprit. Moi, j'ai posé une question à cet esprit. Que regarde cette fille-ci, moi je l'aide, je ne la connais pas. Mais je l'aide ici, elle a des problèmes avec sa tante, avec l'école, je paye. Mais elle ne parvient pas à fréquenter, elle risque d'être rapatriée parce qu'elle n'est pas en train de réussir son truc. Alors, j'ai une question à te poser. Et de là, je vois la fille endormie, mais elle est en train, les larmes sont en train de couler. C'est là où je me rends compte que non, je suis en train de toucher vraiment l'esprit qui est en elle. Alors moi, je lui dis, je veux te poser une question. Cette fille-ci, le peu de temps que je la fréquente, elle est tellement calme, elle est une fille bien. Est-ce que toi, tu pouvais accepter si tu avais une fille comme elle, qu'on la dérange telle que tu la déranges? Parce qu'au téléphone, je suis avec elle, elle est en route, elle tombe, elle se fatigue. Ceci, cela, l'esprit me dit non, elle ne pourra pas accepter qu'on fasse ça à sa fille. Je dis, mais pourquoi toi tu fais ça? Elle ne fréquente pratiquement pas. Tu as des enfants? Il me dit oui, j'ai 2 filles. La première à son âge. J'ai dit, tu vas accepter donc qu'on fasse ça à tes enfants? Elle me dit non. J'ai dit, s'il te plaît, libère-la. C'était un jeudi. Soir comme ça là. Elle me dit, ok, je vais la laisser. J'ai dit, tu me promets? Elle me dit oui. J'ai dit, si tu veux la laisser, promets-moi de protéger cette fille. Parce que c'était déjà arrivé à un niveau où je peux pas vous dire tout. Je vais essayer, ce qui va venir, je vais essayer de vous dire. Alors, c'était arrivé à un niveau où cette fille, il y a des moments, on est à 2 dans ma pièce comme ça là. Elle parle. Le son ne sort pas. Elle parle, le son ne sort pas. Au téléphone, la même chose. Je suis obligé d'utiliser une technique où je dis, si tu m'entends, si on est au téléphone par exemple, si tu m'entends, touche 2 fois. Si tu ne m'entends pas, tu touches 1 fois. Et elle m'entendait toucher 2 fois. En face de moi, elle parle, je n'entends pas, elle crie. On passe par les écrits. Elle se met à écrire que je suis en train de hurler. J'ai dit, je n'entends aucun mot de toi. Lorsque je parle, elle suit bien, mais elle écrit que je n'entends pas. Je lui dis, tu as un sévère problème. Ce jeudi soir-là, cette femme est partie. Le lendemain, la fille devait aller à l'école. Donc, lorsque la femme part, elle se réveille. Elle me regarde. Elle me dit, il y a une femme qui vient de sortir d'ici avec un serpent. Et le serpent ne voulait pas partir. J'ai remarqué seulement que elle a bouché complètement ses oreilles au moment des faits. Bouché complètement. Moi, j'étais là, je voyais seulement. Et quand elle revient, elle me dit, la femme vient de partir. Et le serpent criait fort. Que le cri de ça, c'est ça qui voulait casser ses tympans, c'est pour cela qu'elle bouchait les yeux. Attends, je suis même dans quoi, mais ce qui est sûr, tu es libéré, maintenant tu vas commencer à aller à l'école. Alors, le lendemain, à 11h, jusqu'à finissait à 11h30, j'appelle à 11h45, elle me dit, je ne vais toujours pas bien, je suis pas allé à l'école. J'ai dit, non, attends, faut qu'on se voie, et là il y a un problème. Alors, lorsqu'elle arrive, je me mets toujours, elle tombe, toujours, je me mets à parler à la femme, croyant que c'est la femme, ça ne va pas, je parle, ça ne va pas, elle est glacée, glacée plus que le mot. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu, avec ces choses, je prends la Bible, je fais rien ne change. J'avais du citron liquide, les blancs, ils ont ça ici, prépare avec. Je verse ça à cette fille-là.
C'est comme si c'est du piment qu'on a versé sur un être humain. Elle se met à se débattre. Qu'est-ce que tu m'as versé? Ça chauffe, ça chauffe. Je ne peux plus, pardon, ne me fais pas ça. Je vais partir, je vais partir. Hein, je vais la laisser, je vais sortir du corps. C'est pas bien. J'ai dit, ah bon? Donc le citron aussi fait quelque chose. Là, maintenant, c'est un homme qui parle en elle. Je ne comprends absolument rien. Et là, le citron était fini. Bon, j'ai une boutique, on a une boutique là, on appelle ça le supermarché, on appelle Aldi. Je cours, puisque c'était à 100 mètres. Moi, je cours pour y aller acheter encore des citrons et revenir. Elle était déjà partie. Mais jusque là, je dis non. Avant la gare, il faut que je la rattrape, parce que j'étais à 1 kilo de la gare. Je la rattrape. Je verse le citron sur elle, elle va très mal, elle veut se couler. Mais finalement, elle va. J'étais pas fort. L'histoire qui était en elle, c'était une sirène. Qu'on nous parle souvent là, parce que nous on discute, on ne croit pas, moi je ne croyais pas. Mais il y en a des sirènes ici même en Europe plus que tout. Et très dangereux. C'était un monstre qui était en elle. Je sais même pas si c'est encore là ou pas, mais de cette histoire, elle est partie. Je crois 3 jours après, elle revient. Elle revient comme si elle est téléguidée. Elle me veut elle-même, mais l'histoire l'aime et l'empêche de venir chez moi. Elle est arrivée ce jour-là comme, je ne sais pas, comme un envoyé, un esprit. Elle arrive, elle sonne, j'ouvre, elle entre, elle me dit rien, elle me pousse même, dès qu'elle entre dans la chambre, elle tombe là. Allez, c'était terminé comme ça. Là, j'ai dit que qu'est-ce qui ne va pas. Je porte, je me mets sur le lit, je dis là, il faut que je fasse autre chose. Pendant que je suis en train de verser le citron, là, ça ne réagit plus. Le mec a déjà mis les contre-balles pour le citron, ça ne donne plus. Alors, Dieu me dit une chose encore, l'ail. Vous qui êtes là toujours dans les maisons, ça ne va pas, les trucs tombent. Prenez l'ail, mettez dans vos maisons, sur vos lits, dans vos toitures, lancez l'ail. Après 7 jours, renouvelez. C'est important. J'ai su ça ici, avec l'ail, avec cette histoire que je vous dis là. Ça, c'est le vécu de moi-même. Ce n'est pas l'histoire. Peut-être elle écoute. Alors, j'ai pris l'ail, mettre dans ma bouche, écraser et mettre sur son nombril. Là, il fallait pas que quelqu'un soit là. C'était comme si tu as tapé un bâton sur un serpent. Elle s'est mise à se débattre, à se débattre, à se débattre. Enlève ça, tu es en train de me brûler, je vais la libérer, je vais partir, tu me brûles, c'est ma tête. Nom d'un chien, ça c'est quoi encore ça? Je suis dans quelle histoire? C'est-à-dire, quand je vous parle, il y a même des voix sur un des téléphones que j'enregistrais, vous ne pouvez pas croire. Mais c'était monstrueux. J'ai un ami, un colocataire qui a vécu ça, il m'a dit, mais toi tu es malade? Abandonne-la, tu ne la connais pas, on est ici en aventure. Je dis non, parce que moi j'aime les histoires comme ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois avec l'ail, c'était grave. Un jour, elle me dit, bon voilà, on est là, je mets l'ail, après, elle me tend sa main. Enlève-moi la bague ici. J'ai dit, ah donc, vous êtes mariés? Il me dit, non, on ne s'est pas mariés. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Il m'a amené chez lui. C'était à -16 ou -8. Ouais, -8. Il m'a amené chez lui et il m'a mis la bague ici. Ça, c'est quelle histoire? Alors, il me dit, tire. J'ai tiré seulement. Et quand je tire, elle dit merci. Elle revient en elle. Et là, je lui dis, écoute, je suis avec toi depuis. Et toi, tu vas avec cet esprit. Tu as fait l'amour avec ça. Alors, je vais voir ça maintenant. Il va falloir que tu me montres si tu es encore vierge. C'est une Aoussa de leur côté là-bas. Ça, c'est interdit. Je dis, tu vas le faire. Elle a accepté de le faire.
se déshabiller. Mais elle était en période. Elle me dit comment je vais me changer. Je dis, je suis un homme, j'ai tout là. Tu vas te changer, voilà les trucs là. Elle a ôté la culotte, son pantalon. Elle a enlevé. Je l'ai examiné, je vois, elle est vierge. Mais c'était une mauvaise idée pour nous, ou pour moi. Parce que le lendemain, lorsque la fille a rentré autour de 9h, je me rappelle, j'appelle la fille. Elle me dit, je vais très mal. Je dis quoi? Je dis, je vais très mal. Si tu me vois, tu ne vas pas y croire. Elle vivait avec un vieux Mauritanien qui l'a loué sa chambre, vu que sa tante l'avait mise dehors. Sa chambre, et elle avait envie d'aller aux toilettes. Et à l'heure là, le papa l'a fait toujours quelque chose au niveau de la cuisine et le couloir passait par là. Et du coup, elle sait que si le papa le voit, c'est autre chose parce que elle avait des traits. Vous voyez, quand on tape quelqu'un, chez nous en Afrique là-bas, quand on tapait les gens là-bas, les traits partout, c'est-à-dire les bosses partout, elle en avait. J'ai appelé en vidéo, c'était pas beau à voir. Partout, du visage, jusqu'aux pieds. Alors elle avait peur que le papa le voie. Parce que le lendemain, quand elle était chez moi, elle a menti au papa qu'elle devait aller apprendre à la bibliothèque. Et elle s'est retrouvée chez moi, elle est rentrée tard. Je lui dis, tu vas sortir, ça tombe bien comme c'est un vieux. Tu peux faire un peu court, s'il te plaît. J'ai un résumé. Oui, là maintenant, on est vers la fin déjà là. Donc, elle va, je lui dis, ça tombe bien, c'est le moment maintenant avec le vieux, peut-être il a l'expérience, il connaît des gens qui peuvent connaître ton histoire, il faut lui raconter ton histoire là. Il dit, non, j'ai peur. J'ai dit, sors, tu fermes la bouche, tu vas mourir, tu parles, on va te guérir. C'est comme ça qu'elle sort, elle va uriner. En revenant, le papa, il se croise, il dit, qui t'a tapé comme ça là, hier tu m'as dit machin, il dit non, c'est rien, je vais t'expliquer. Après, elle m'appelle, il m'avait dit, mais on va causer là maintenant au salon. Alors voilà comment elle sort, elle explique au papa que bon, j'étais pas sur un homme, mais je fréquente un garçon, mais j'ai tel problème avec la sirène et autres comme ceci. Et le papa ne croyait pas au début, mais pendant qu'elle était en train d'expliquer, les bosses étaient en train de disparaître sur elle. Et c'est comme ça que le papa a promis de l'aider, qu'il connaît les Indiens, les hindous, ou ces Indiens ou hindous là, que le papa a contacté et venir consulter la fille. Là, j'étais pas là-bas. Ce qui s'est passé, c'est que l'Indo arrive avec un produit. Il lui met une goutte au niveau de la tête. Elle dit qu'elle a ressenti très mal et là, elle a perdu connaissance. Et l'hindou a vu qu'il a vu le monstre qui était en elle et que l'hindou a dit, je ne peux rien faire pour toi. Il va falloir que tu ailles faire des sacrifices, beaucoup avec ta famille, et tu rentres dans ton pays. Là, on pourra te faire enlever l'histoire qui est là. Et il a demandé à cette histoire, qu'est-ce que tu veux d'elle? Il dit, je l'aime, mais je ne peux pas la laisser. Ce que je sais, c'est que bon, à partir de là, on n'a plus beaucoup causé, on n'est plus en contact depuis, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'espère qu'elle va bien. Donc le message ici, c'est pour nous autres et des gens que l'ail est important et qu'il y a des sirènes et que toutes les histoires qu'on a eu à comprendre étant jeune, vraiment, il faut pas les négliger. Merci et bonne soirée à vous. Merci tonton pour l'histoire. Who's next? Je pense seulement ceux qui envoient les demandes. Allô? Allô, bonsoir. Comment tu vas? Allô? Vous m'écoutez? Comment tu vas? Oui, Ça oui. va et toi, DMG? Je vais très bien, merci. Ouais, bah, cette histoire ce soir, avant tout, merci pour la page. Likez les followers, likez, partagez.
Donc, c'est toujours mon histoire que j'ai vécue. On va intituler Voisine sorcière et jalouse. Quand j'étais toujours à l'Est, il y a des gens qui écoutent. Je sais qu'elles se reconnaissent. Elles vont se reconnaître. Je ne veux pas prononcer les noms, mais elles vont se reconnaître. Donc, j'ai habité à l'Est, toujours, au Cameroun. Et j'avais une amie, puis à son âme, elle est décédée. Et elle me dit, comme tu vois, la maison à côté où j'habite est libre. Viens, on va l'habiter ensemble, comme ça on sera des voisines. Et cette amie est sortie avec mon cousin. Le jour où j'arrive, c'était un grand camp. Et dans le camp, le bailleur avait désigné une dame pour récolter l'argent des autres locataires. Et cette dame, elle avait pour habitude de tout faire pour chasser les locataires dont elle n'aimait pas. Elle faisait tout à chaque fois. Elle faisait tout pour chasser les locataires qu'elle n'aimait pas. Et un jour, quand elle m'a vu, quand je suis arrivée pour la première fois, il fallait que je passe par elle. J'arrive, je lui dis, je vais louer la maison et tout. On m'a dit qu'elle est libre. Elle me regarde de la tête aux pieds, elle me dit, ah non, la maison, elle est déjà prise. J'ai dit, mais comment ça? Votre voisine, qui est ma meilleure amie, elle m'a dit, la maison est libre, elle vient d'être libérée. Elle me dit, oui, mais à toi, je ne te donne pas la maison. C'est comme ça que j'ai dit à ma copine. Elle me dit, non, viens, je t'amène chez la femme du bailleur directement et tu verras. Je vais chez la femme du bailleur. La femme du bailleur me dit, mais non, la maison n'est pas prise. Il n'y a pas de souci. Là, je te donne la maison. Je dis, il faut combien de mois? Elle me dit, même si c'est un seul mois, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai payé 3 mois. Je vais voir la dame. Elle me dit, va voir telle dame. Elle va te donner la clé. C'est elle qui est responsable du camp. Je vais voir la dame. Elle me dit qu'elle ne me donne pas la clé. Et j'étais obligée de repartir voir le bailleur et sa femme. Ils m'ont donné la clé. Et un jour, les premiers jours, il y avait des chats qui venaient pleurer à la fenêtre. J'ai négligé. Quelque temps après, je suis tombée malade. Après, vu que moi, je n'arrêtais pas avec les prières et tout. Après ça s'est arrêté. La maladie, j'ai guéri. Et après, maintenant, c'était... je me retrouvais, vous allez rigoler, mais le matin, je préparais à manger. Le reste de nourriture, le matin, je trouvais des excréments dans ma casserole. Pourtant, la casserole était fermée. Il n'y avait personne. J'étais toute seule dans la maison. Je me retrouvais avec des excréments dans la casserole. À chaque fois. Comment, non? Parce que quand je raconte parfois ça aux gens, ils disent que je raconte des choses bizarres, mais c'est mon vécu. Ils rigolent. Et puis à chaque fois, je me retrouvais avec des excréments dans ma casserole. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier. Un jour, j'en avais marre, j'ai sorti cette casserole, j'ai versé au milieu de la cour. J'ai commencé à parler, j'étais tellement énervée. Et elle me dit, c'est bien fait pour toi. Elle rentre dans sa maison en rigolant. Et un autre jour, et après ça, ma mère, j'avais aussi trop de problèmes avec ma mère en ce moment. Elle est venue, elle m'a abandonné mes frères comme ça. Du jour au lendemain, j'arrive chez moi, je trouve mes petits frères devant ma porte avec leurs affaires. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, maman nous a mis sur la moto comme ça et nous a envoyé en ville chez toi. J'ai dit, bon, je ne vais pas vous mettre à la rue, venez dans la maison. Et quand les enfants sont arrivés, c'était la catastrophe. Tous les soirs, à partir de 23h45, le mur était plein de cafards. Les cafards. Et c'est comme ça que j'ai réveillé les enfants. Ils disent, levez-vous, on va chanter des cantiques. Quand les enfants chantaient, ils chantaient les cantiques et moi, je lisais les psaumes où je priais. Quand on commençait à faire ça, pendant une demi-heure, les cafards disparaissaient tout seuls.
Les cafards disparaissaient tout seuls. Et un jour, elle s'est levée, elle m'a dit, tu vas arrêter de prier parce que la nuit, tu nous empêches de dormir. J'ai dit, mais toi, ta chambre est de l'autre côté. C'est vrai, nos maisons sont collées, mais ta chambre est de l'autre côté et ma chambre est de l'autre côté. Donc, même si on prie, tu n'entends pas. Elle dit, oui, mais tu m'empêches de dormir. J'ai dit, mais je ne sais pas comment est-ce que je t'empêche de dormir. Elle dit, de toutes les façons, je ne voulais pas que tu habites ici parce que toi, une petite fille, tu ne dois pas te mesurer à moi. J'ai dit, je ne me mesure pas à toi. Chacune est chez elle. Je ne vois pas pourquoi est-ce que on devait être en polémique. Pourtant, tu es chez toi, je suis chez moi. C'est vrai, on a une cour commune, mais chacune est chez elle. Elle me dit, non, je ne veux pas de toi dans ce camp parce que tu gâches mes projets. Elle dit, je n'ai aucun projet et moi, je ne vois pas quel projet tu as. Et je suis allée me plaindre chez le bailleur. La femme du bailleur s'est fâchée. Elle dit, mais à chaque fois, c'est ce qu'elle fait. Elle chasse les gens de la maison. Elle m'a dit, de toutes les façons, je vais te chasser de ce camp. J'ai dit, ah, ma chérie, tu ne me connais pas. Moi, on ne me lançait pas un défi. C'était une dame âgée, sa fille avait le même âge que moi. Et toujours les cafards. Et puis, mes autres frères, ceux qui me suivaient, parce que ceux qui étaient venus avant, c'était les plus petits, mais ceux qui me suivaient avant étaient venus du nord. Donc, et comme il y avait des chambres libres encore dans le camp, j'ai dit au bailleur, j'allais prendre les 2 autres chambres libres pour mes 4 frères qui sont arrivés. Il m'a dit, OK, les enfants ne dormaient pas la nuit, les portes qui claquaient, les choses qui se passaient. Et j'ai dit aux enfants, arrêtez, on va commencer. On a pris des jeûnes, on jeûnait, on priait, on priait. Et quand elle a vu ça, elle a commencé à m'attaquer physiquement. Son mari avait mal aux pieds. Et elle a d'abord commencé à cuire des médicaments. Oh, elle n'accouche pas. Comme elle n'accouche pas, elle a mal au ventre. Et comme elle a mal au ventre, il faudrait que on lui a donné des médicaments, de cuire ces médicaments, mais elle ne peut pas s'asseoir près du feu pour souffler le feu. Il faudrait que ça soit moi qui souffle le feu jusqu'à ce que le médicament cuise. Je lui dis, non, je ne peux pas rester là assise toute une journée. Pourtant, tu as ta fille qui peut te faire ça. Je suis bien gentille, mais ta fille c'est à elle de bouillir ton médicament, c'est pas à moi. La femme s'est fâchée contre moi. Après ça, son mari avait mal aux pieds. Elle me dit, elle a commencé, quand son mari a eu mal aux pieds, elle a commencé à laver son mari avec des médicaments, il y avait de la cola dedans. À mon insu, elle donnait de la cola aux enfants, à mes frères, mes propres frères. Et un soir, je l'entends dire aux enfants, les garçons, ce soir encore, je vous donne la cola. Les enfants qui disent, ah oui, mais on attend toujours la cola. J'ai dit, quelle cola? Les enfants me disent, parce que mes frères m'appellent Sita. Sita, tu sais, la voisine, elle nous donne toujours la cola et nous, on aime bien ça. Elle dit, ah non, vous ne mangerez plus jamais la cola parce que son mari se lave avec cette cola. Il prenait son bain avec de l'eau et il y avait de la cola dedans. Et quand il finissait, il prenait la cola, il donnait aux enfants. Donc, j'ai récupéré la cola. Je suis allée lui redonner sa cola. J'ai dit, tu vas manger tes colas. Tu ne donnes pas ça à mes frères. Après, elle a commencé à faire des médicaments pour son mari parce qu'il avait toujours mal aux pieds. À un moment, elle me dit, viens faire les prières sur les pieds de mon mari. J'ai fait les prières. Plus je faisais les prières sur son pied, plus les douleurs de son mari augmentaient. Elle me dit, non, au final, je ne veux même plus que tu pries pour mon mari. Tu es une sorcière. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Elle a commencé à faire des médicaments traditionnels. Madame prenait et on lui avait dit, apparemment son marabout lui avait dit qu'il fallait qu'elle verse ça pour que la maladie va chez une autre personne pour faire le transfert de maladie. Et là, madame a pris les médicaments, venus verser devant ma porte. Premier jour, je regarde. J'ai fait ma prière, je suis sortie, j'ai traversé les médicaments et je suis partie. Deuxième jour, j'ouvre ma porte toujours, je retrouve les médicaments. Je suis sortie, je lui ai dit, viens, je suis allée toquer chez elle, je lui ai dit, viens, tu viens balayer ce que tu as mis devant ma porte. Tu viens balayer ce que tu as mis devant ma porte.
Et pendant que j'étais là-bas, j'attendais de faire mes papiers qui avaient déjà mis très très longtemps avant de sortir. Elle est venue, elle a nettoyé. Et un jour, elle vient avec un soi-disant prêtre à la maison. Elle me dit, oui, j'ai expliqué ton problème au prêtre, comme tes papiers ne sortent pas. Maintenant, le prêtre a dit, il faudrait que tu passes par lui pour voyager. Tant que tu ne passes pas par lui, tu vas mourir ici au pays. Je lui ai dit, elle est son prêtre, je lui ai dit, ton prêtre et toi, vous n'êtes pas des dieux. Si vous êtes des dieux, je resterai ici, mais tant que vous n'êtes pas des dieux, j'irai au pays. Et le prêtre, il vient, il me dit, oui, j'ai dit oui à la voisine, tu vas pas partir, et c'est vrai, tu vas pas partir, mais pour que tu partes, il faut que tu couches avec moi. Je lui ai dit, les prêtres qui demandent aux filles de coucher avec elles, c'est pour prendre les chances. Moi, déjà, ton aspect physique ne me plaît pas. Donc là, on va arrêter là. Tu n'es pas Dieu, sors de chez moi, il est parti. Tout ce qu'elle a essayé, ça n'a pas marché. La dame a envoyé, sa fille m'attaquer physiquement. J'étais assise un jour, je cuisinais, sa fille arrive, elle renverse ma casserole, PAM! J'ai rien dit, je me suis levée, j'ai pris l'eau, je suis allée me doucher. Je ressors, je trouve qu'elle a pris carrément la poubelle, venue verser devant ma porte. DMG, je vous dis, j'ai rien dit, j'ai même pas dit un mot. Je me suis levée, je me suis habillée. Et moi, mes frères sont arrivés, ils ont trouvé la poubelle. Et la fille, elle m'insultait. Alors là, ça a énervé mes frères. Ils se sont jetés à quatre sur elle. Ils l'ont tellement bastonnée que j'avais eu pitié de cette fille. Au final, même ma maman disait, ah, j'ai peur pour ta vie. Déménage. Et quand j'ai dit à ma mère, je ne déménage pas comme ça. Et donc, c'est la femme, au final, qui a déménagé et elle m'a laissé là. Elle a déménagé du camp, elle m'a laissé là. Et jusqu'aujourd'hui, cette femme, elle me déteste. Elle me déteste. Elle me dit qu'elle n'a jamais trouvé quelqu'un plus fort qu'elle. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas forte, mais c'est celui qui est au-dessus qui est très fort. Ça, c'était pour la première histoire. Est-ce que je peux raconter la deuxième? On va prendre d'abord une autre personne avant de revenir sur Ok, toi. bon, ça sera pour un autre jour. D'accord. Merci et bonne soirée. Bien à toi. Hop.